YouTube de récupérer le contenu sonore, d'accord, et du coup, vous aurez comme ça un magnifique cours, même si c'est effectivement du matériel un peu minimaliste. Voilà. Bon, alors, donc, on avait terminé le cours précédent, après avoir présenté un peu le secteur en Europe, en se demandant ce que c'était qu'un risque assurable. Et alors, en fait, j'ai énoncé les conditions habituelles. Alors, vous savez, les conditions qui rendent un risque assurable, c'est un peu comme les conditions de la concurrence en microéconomie, quand on fait une présentation littéraire. Donc, c'est une série de conditions dont on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Donc là, grand nombre d'unités homogènes exposées, indépendance, je le mets en rouge, c'est quand même important, perte identifiable et calculable monétairement, ça c'est important aussi. Ça veut dire d'un côté qu'on peut faire des observations statistiques, de l'autre côté qu'on sait de quoi on parle, parce qu'une assurance contre la survenue des martiens, moi je ne sais pas ce que c'est en termes de... Enfin, je ne vois pas quelle est la perte identifiable si les martiens arrivent, d'accord. S'ils font des trous dans votre jardin, c'est une assurance de dommages pour votre jardin, mais sinon le dol que vous pouvez avoir de la présence des martiens, je ne comprends pas très bien. Il faut que le dommage soit aléatoire. C'est-à-dire il faut évidemment que ce ne soit pas vous qui soyez la cause du dommage. Dans ce cas-là, ce serait de l'aléa moral et pas du dommage aléatoire. Il faut qu'il n'y ait pas d'antisélection, parce que sinon ça pose un problème. L'antisélection, c'est que quand vous essayez d'augmenter le tarif d'assurance, en fait, au lieu d'équilibrer votre régime d'assurance, vous découragez les bons risques et vous attirez les mauvais risques. Et donc, en fait, vous déséquilibrez encore plus le bilan de vos opérations, enfin plutôt le compte d'exploitation de vos opérations, mais ça on se donnera des exemples bien sûr. Il faut que ce soit économiquement vraisemblable, c'est-à-dire que évidemment si vous décidez d'assurer des choses qui n'ont aucun sens et il n'y a pas de modèle économique, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit licite, licite ça veut dire autorisé, d'accord, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas assurer des choses illicites, vous ne pouvez pas assurer de manière licite justement les gens qui commettent des crimes, d'accord, c'est vraiment... Si vous dites, si vous commettez des crimes, vous inquiétez pas, on se débrouillera pour gérer les conséquences à votre place, c'est que vous êtes la mafia, enfin, vous n'êtes pas une compagnie d'assurance. Il faut évidemment que l'assureur ne soit pas ruiné par des événements catastrophiques, et ce qui est une même manière de le dire, il ne faut pas qu'il y ait de risque disproportionné, mais ce qui est une autre façon de parler d'unité homogène. Quand on ne dit pas de risque disproportionné, si vous assurez des gens qui font du patin à roulettes, il ne faut pas que vous mettiez un supertanker, un satellite ou une usine comme celle qui a brûlé à Rouen, d'accord, parce que la mutualité constituée par les gens qui font du patin à roulettes, ça ne permettra pas d'équilibrer l'usine si elle brûle. Il faut des risques de taille comparable. Et en fait, bon, ça, quand on dit simplement indépendance et variable aléatoire indépendante et de même loi, on pense évidemment tout de suite au théorème central limite, parce que, souvenez-vous, c'est le théorème central limite version Gauss, Laplace, etc., c'est soit une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, admettant des moments finis. Donc ça, c'est les moments finis, on peut traiter ça comme étant absence de ruine de l'assureur, etc. Bon, alors ce qu'on sait, c'est qu'en fait, la suite, qui est en fait la somme des n premières variables aléatoires moins n fois leur espérance divisé par racine de n fois leur écart type, ben ça converge en loi vers quoi? Vers une variable aléatoire normale, centrée, réduite. Et comme vous le savez, l'intérêt de la variable aléatoire normale, centrée, réduite, c'est que 1, elle est tabulée, donc on a une table de l'intégrale qui correspond à la densité. Et 2, en plus d'être tabulée, c'est pas un risque extrême, ça se comporte pas mal. Donc c'est quand on essaie de calculer des provisions, ou quand on prend des intervalles de confiance, ça nous donne des choses qui ne sont pas délirantes. Bon. Seulement, en fait, le problème, c'est que là, on est obligé d'avoir deux mêmes lois. Or, typiquement, quand vous allez assurer des sinistres, si vous assurez de la RC auto, le problème, c'est que tous les conducteurs ne conduisent pas de la même manière. D'accord, il y a des bons risques et il y a des mauvais risques. Il y a des garçons qui ont moins d'accidents mais qui font plus de dégâts, et il y a des filles qui font plus d'accidents mais qui font beaucoup moins de dégâts. Donc, clairement, vous ne pouvez pas utiliser ce théorème central limite là. Donc, heureusement, ce que je vous ai raconté la semaine dernière, c'est qu'il y a un théorème central limite super qui a été démontré par un mathématicien suédois qui s'appelle Lindeberg et qui repose donc sur cette condition de Lindeberg qui a l'air un peu indigeste comme ça. Mais en fait, ce que veut dire cette condition qui a l'air un peu indigeste comme ça, c'est simplement, vous voyez, en fait, c'est la limite de quoi? De 1 sur la somme des variances. D'accord? Fois quoi? Fois 1 sur la somme des écarts, des carrés des écarts aux moyennes de chacune des variables. D'accord? Puisque en fait, xi moins mu i au carré, c'est les écarts à la moyenne de chacune des variables xi. Donc ça ressemble à ce qu'on... Vous vous souvenez, une variance, c'est sigma pi xi moins mu i au carré. Xi moins e de xi au carré.
Donc de fait, là c'est la somme de 1 sur, pardon, c'est la limite de 1 sur la somme des variances. Donc en gros l'ensemble, la variance de la somme des variables puisqu'elles sont indépendantes. Et ça doit être multiplié par quoi? Par la somme des variances. Il faut une indicatrice qui est racine. Enfin, l'indicatrice, elle vaut 1 si quoi? Pardon, si la valeur absolue de la différence entre une variable et son espérance est supérieure à epsilon fois la somme des variances. D'accord? Concrètement, le sujet, c'est est-ce que dans les réalisations possibles de toutes les variables aléatoires, il y en a une qui n'est pas négligeable en face de la somme des variances. Bon, ça, on a l'impression que c'est une autre manière de dire pas de risque disproportionné. C'est une manière sophistiquée de dire pas de risque disproportionné, parce que c'est une manière de dire il ne peut pas arriver qu'en valeur absolue, on ait l'écart entre une variable aléatoire et son espérance qui soit supérieur à epsilon fois la somme des variances, qui soit supérieur à epsilon fois la variance du total. Bon, concrètement, ce n'est pas de risque disproportionné exprimé de manière mathématique. Pourquoi est-ce qu'on l'exprime de manière aussi compliquée? Justement parce que Lindeberg a démontré que si les variables aléatoires respectent cette condition, alors le théorème central, et si évidemment elles sont indépendantes, alors le théorème central limite est valide. Et si le théorème central limite est valide, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut construire un intervalle de confiance, comme vous avez appris à le faire l'an dernier. Et si on peut construire un intervalle de confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par exemple qu'on connaît le résultat à un niveau de confiance de 95, 99, 99,9, 99,99%, on sait dans quelle limite va être le résultat du tirage des n variables aléatoires. Or, si on veut faire payer une prime d'assurance, déjà, si on est sûr à 99,9% que la somme des variables aléatoires à vos souhaits sera comprise entre, je vous en prie, A et B, ça veut simplement dire que si B c'est à 99,9% le maximum de sinistres qu'on va avoir, le maximum de valeur qu'on va avoir pour la somme des n variables aléatoires, il suffit qu'on fasse payer ça de prime et on peut indemniser à 99,9%. 99,9% c'est quand même assez élevé comme niveau de confiance. Surtout qu'en plus, une compagnie d'assurance, elle ne fait pas que payer des primes, elle a en plus des fonds propres. D'accord ? Mais déjà, c'est vrai qu'avec les primes, vous avez un niveau de confiance de 99,9% de pouvoir effectivement couvrir les sinistres, vous êtes à peu près tranquille. Donc de fait, ce dont on a besoin, c'est juste de trouver un théorème central limite qui nous permette de savoir quelle est la loi de probabilité des variables aléatoires. Apparemment, ce théorème central limite-là, il nous convient. Ça correspond à une interprétation mathématique des conditions qu'on s'est données, et donc tout est formidable. Maintenant, question importante. Est-ce qu'on ne peut assurer que des phénomènes qui correspondent à ça? Concrètement, est-ce qu'il n'y a pas des cas d'assurance où on assure autre chose que des grands nombres d'unités homogènes qui sont indépendantes, pour lesquelles le risque la perte est calculable monétairement, le dommage aléatoire, etc. Est-ce qu'il serait possible de faire de l'assurance en faisant sauter une des hypothèses? Bon, essayons, on va les prendre à l'envers. Pas de risque disproportionné. De toute façon, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, celui de prendre des gens qui font du patin à roulettes et un super tanker, on ne voit pas très bien pourquoi ça changerait. C'est-à-dire que concrètement, on veut bien faire de l'assurance, mais ça n'a pas de sens d'essayer de mutualiser les risques, des petits risques avec un grand risque. Puisque le grand risque, il va être plus gros en termes d'indemnité potentielle que l'ensemble des petits risques. Donc ça n'a pas de sens. Donc, il ne s'agit pas de faire sauter cette hypothèse. Absence de ruine potentielle de l'assureur. Si l'assureur peut être ruiné, ça veut dire qu'il ne pourra pas indemniser. Donc de toute façon, on ne voit pas l'intérêt d'une assurance où on ne peut pas indemniser. La question de la licéité, c'est une question de la légalité, si vous voulez, des opérations. Bon, là aussi, on peut considérer que la mafia, c'est de l'assurance, mais c'est juste un jeu de mots, d'accord ? Donc, ça ne change pas fondamentalement le problème, qui est que si on s'intéresse à l'assurance légale, on s'intéresse à l'assurance légale, d'accord ? Si vous voulez vous intéresser à l'économie de la drogue, du milieu, je ne sais pas quoi, c'est d'accord, mais c'est un autre sujet, ce n'est pas l'économie de l'assurance. La vraisemblance économique, ça tombe bien, c'est un cours d'économie, donc on va quand même essayer de rester vraisemblable du point de vue économique. L'absence d'antisélection, on va voir, mais avec des exemples. Mais si vous dites que c'est possible de faire de l'assurance quand vous avez de l'antisélection, c'est-à-dire en gros quand vous augmentez les prix, vous faites partir les bons risques, à mon avis, ça ne va pas très bien marcher.
Les dommages aléatoires, ça ne marche pas non plus. Si c'est l'assuré qui choisit de combien il est indemnisé, ça ne peut pas marcher, parce que de toute façon, il va toujours vouloir être indemnisé plus que ce qu'il a payé, donc ça ne marche pas. Si la perte n'est pas identifiable ou pas calculable monétairement, parce que l'assuré vient vous dire « Ah oui, mais là, je ne vous rendez pas compte, je souffre énormément, j'ai une peine morale considérable, voilà, il faut me donner des dommages-intérêts », vous ne pouvez rien faire non plus. Si on n'a pas indépendance, ça, c'est plus compliqué à voir, il faudra qu'on regarde. Mais quand on dit grand nombre d'unités homogènes exposées au risque, l'assurance, c'est forcément des petites unités homogènes. Je n'ai pas évoqué des cas où on assure des risques qui sont importants et où de fait on n'a pas de mutualité parce qu'on n'a pas un grand nombre d'unités homogènes exposées au risque. D'ailleurs, il y a des exemples que j'ai donnés verbalement quand j'ai parlé des gens qui faisaient du patin à roulettes. Si vous prenez les supertankers, les satellites de communication, les satellites tout court d'ailleurs, ou le risque nucléaire, on ne peut pas dire qu'il y a un grand nombre d'unités homogènes exposées au risque. D'accord, bon, d'accord, les supertankers, il y en a un certain nombre, mais d'abord ils ne sont pas homogènes, et puis quand je vous parle des supertankers, d'accord, pas les pétroliers de 15 000 tonnes, hein, les gros machins de 300 000 tonnes, il doit y en avoir, la flotte c'est même pas une centaine d'unités. Donc, de fait, alors, sur 100 000, vous pouvez faire un théorème central limite. Oui, mais sauf que les 100 000, ils ne sont pas tous à la mer en même temps, je sais pas quoi. Les gros porte-containers aussi. D'accord, on vous dit chez Maersk qu'ils ont des porte-containers de 18 000 boîtes. Oui, enfin, ils en ont 3, ou 6, ou 8, enfin j'en sais rien, mais ils en ont une poignée. Donc de fait, typiquement, ce n'est pas un grand nombre d'unités homogènes exposées au risque. Et pourtant, on fait de l'assurance quand même. Donc comment est-ce qu'on fait de l'assurance dans ces cas-là? Justement, c'est ce qui est relativement intéressant, c'est que quand on s'occupe de grands risques, on a tout le reste, mais la raison pour laquelle... Alors on a tout le reste, c'est-à-dire que, je ne vais pas vous le refaire, mais la raison pour laquelle on peut s'affranchir de l'hypothèse du grand nombre d'unités homogènes exposées au risque, c'est qu'on va réserver une capacité d'assurance. Et on va réserver une capacité d'assurance, on va réserver un montant de fonds propres qui est en gros égal au sinistre potentiel. Donc on voit bien que pour le coup, on ne fait pas du tout jouer la loi des grands nombres. Parce qu'on réserve une quantité de capital qui est égale au sinistre maximum. Et on est obligé, puisqu'il n'y a aucune astuce probabiliste. Vous assurez un risque nucléaire, vous assurez le siège du Crédit Lyonnais à Paris. Vous ne vous souvenez pas de ça, mais avant Notre-Dame, le siège du Crédit Lyonnais a brûlé à Paris. Alors, le siège du Crédit Lyonnais, bon ok, c'est un bâtiment de 1870, en fer et pierre de taille, ça coûte cher. Dans la salle des coffres, dans les coffres, il y avait des Claude Monet et des Matisse et des trucs extraordinaires, qui étaient estimés, en tout, il y en avait pour plus de 2 milliards de francs. Alors maintenant, 2 milliards de francs, 300 millions d'euros, qu'est-ce que c'est? C'est quand même beaucoup de pognon. C'est quand même beaucoup de pognon, et surtout, la loi des grands nombres, ou le théorème central limite sur le siège du Crédit Lyonnais, il n'y a pas. Soit ça brûle, et tout ce qui est dedans risque de brûler, soit ça ne brûle pas, et ça ne risque pas de brûler. Donc c'est aussi simple que ça. Donc là, vous n'allez pas dire, je vais faire le... Non, il n'y a pas de théorème central limite. Donc, soit vous mettez 300 millions d'euros de côté pour le jour où ça brûle, soit vous n'assurez pas. Alors, on en parlera peut-être, mais évidemment, mettre 300 millions d'euros de fonds propres de côté, ça ne va pas être l'assureur lambda qui va faire ça dans son bilan. Ça ne va même pas être Allianz ou AXA. On ne peut pas prendre ça tout seul. Il faut prendre ça à plusieurs. Il faut entitriser une partie, c'est-à-dire trouver une technique de titrisation qui va permettre de mettre une partie des risques sur le marché, pour le passer à quelqu'un d'autre, etc. Mais donc, on peut imaginer une forme d'assurance, mais on voit que la forme d'assurance, elle va devoir fonctionner autrement. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire appel à notre théorème central limite familier qui nous permet de dire le risque, finalement, la somme des risques, c'est une variable normale centrée réduite, donc on peut faire l'intervalle de confiance sur ce qu'on va avoir indemnisé, donc si on fait l'intervalle de confiance, on connaît un maximum à 99,9%, donc il suffit de fixer la prime pour qu'on couvre le maximum à 99%. Là, en gros, on ne sait pas... Enfin, même si on connaît la probabilité, même si on connaît le sinistre maximum, il n'y a aucun théorème central limite qui tient, et donc, il faut réserver une capacité équivalente. Bon. Mais revenons-en quand même au cas du théorème central limite, pour comprendre comment ça marche. Je vous ai dit, il suffit d'utiliser le théorème central limite, et puis on réserve une capacité, et puis on fixe la prime, etc. Voilà, pour se mettre en forme dès le petit déjeuner, dès le matin, on va considérer un cas sympathique, c'est-à-dire une police d'assurance décès. D'accord, ça change un peu comme ça. Et donc la police d'assurance décès, qu'est-ce qu'elle fait? Elle paye 10 000 euros à la mort de chaque assuré. Bon, c'est pas grand-chose, mais on va dire que c'est une garantie obsèque, d'accord? C'est-à-dire qu'avec 10 000 euros, vous pouvez rapatrier le corps, vous choisir une jolie tombe, vous acheter des fleurs pendant un an, enfin c'est la belle vie, enfin ou la belle mort si vous voulez. Bon donc,
et on suppose qu'on a une mutualité, c'est-à-dire qu'on a 10 000 assurés dont la mortalité est de 1% pendant la durée du contrat. Alors, au passage, si la mortalité de vos assurés, si la mortalité est moyenne, ça signifie qu'ils ont une espérance de vie instantanée de 1 sur 1%, c'est-à-dire de 100 ans. Comment est-ce qu'on obtient une espérance de vie de 100 ans? Évidemment, c'est une espérance de vie instantanée. C'est-à-dire que, de toute façon, dans vos assurés, il n'y a pas de grands vieillards, parce qu'en fait, c'est pas très intéressant d'assurer des grands vieillards, parce que, justement, c'est des risques qui commencent à devenir très hétérogènes et très élevés. Et donc, c'est trop cher pour eux pour qu'ils s'assurent. Et puis, de fait, là, on n'a pas une vision prospective, parce qu'on ne compte pas les assurer pendant 150 ans, et donc voir comment va évoluer leur taux de mortalité. On les assure dans une année, et dans cette année, de fait, en moyenne, ils ont 1% de chance de passer de vie à trépas. Alors c'est bien parce que ça simplifie les calculs, 1%, d'accord? Pourquoi ça simplifie les calculs? Parce qu'on se dit que 1% de 10 000, c'est qu'en moyenne, on va avoir 100 morts dans notre population. Et donc, on a l'espérance si on peut dire, on a l'espérance du nombre de morts. Et puis la variance, vous savez qu'en fait, ce qu'on a, c'est une variable binomiale, d'accord? C'est-à-dire qu'on fait 10 000 tirages d'une variable, donc n égale 10 000, p égale 1%. Donc 1 moins p, c'est 99 sur 100, et comme vous savez, comme vous n'avez pas pu oublier, la variance d'une loi binomiale, c'est n, le nombre de tirages, p, la probabilité de succès, ici le succès étant de mourir, si je peux dire, et 1 moins p, la probabilité d'échec, donc la probabilité de survie, donc 99%. Donc la variance, c'est 99% fois 1% fois 10 000, et donc 99. Donc il y a en moyenne 100 morts avec une variance de 99, et donc l'intervalle de confiance, on peut se faire un intervalle de confiance à 99% du nombre de morts. C'est un peu bizarre de faire l'intervalle de confiance bilatéral, mais enfin peu importe. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être mu moins 65 sigma, mu plus 65 sigma. D'accord? Et donc, en fait, si on prend un intervalle de confiance bilatéral, ce qu'on a, c'est que on va avoir entre, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça comme ça, mais on va avoir entre 83 et 117 morts. En toute probabilité, il faudrait mieux faire un intervalle de confiance unilatéral. Mais bon, restons sur l'idée que tout d'un coup j'ai un doute, c'est-à-dire que en fait, je ne sais plus si 1,65 c'est le quantile 95% ou 97,5%. 1,65 c'est le quantile 95% de la distribution normale centrale réduite. Non? Le doute m'habite, comme disait l'autre. Et tout ça en direct sur YouTube, c'est du propre. Bon, excusez-moi, on va rechercher les tables. Comme ça, on va en avoir le cœur net. Donc, où sont les tables? La réponse, c'est qu'elles sont dans mon cahier de TD. Et mon cahier de TD, comme vous le savez, il est dans le répertoire statistique. Bon, je constate quand même avec peine que vous avez oublié les tables statistiques et que vous ne les connaissez pas par cœur. Alors, pour vous rappeler des bons souvenirs, nous allons vivre un moment de nostalgie intense, n'est-ce pas? C'est-à-dire reprendre le cahier de TD de stats de l'an dernier et aller chercher les tables de stats que moi non plus je ne connais pas par cœur. Non, effectivement, 1,65 c'est bien le quantile 0,95. Donc, il y a bien 95% de chance que... Ah, c'est une manière originale d'entrer dans l'amphi que de passer par la sortie. Donc on a bien 95% de chance d'avoir au plus 117 morts dans nos assurés. Donc si on veut avoir 95% de chance de payer, de pouvoir indemniser, il suffit qu'on prenne 117 fois 10 000, puisqu'en gros on va avoir 117 décès, fois 10 000 chacun, c'est-à-dire 1 170 000 euros. Il suffit de faire payer des primes telles qu'on puisse indemniser 1 170 000 euros. Bon, après, il faut payer les faux frais de la compagnie, les impôts, il faut corrompre les impôts, non pardon, enfin bon bref. Il faut faire de la publicité, il faut envoyer la Spalès à la télé, bref. Il y a des dépenses annexes, d'accord? Bon, après on peut se dire quand même 95% de chance, c'est pas terrible, parce que ça veut dire que 5 années en moyenne, tous les 20 ans, on n'est pas capable d'indemniser, c'est un peu limite. Donc si on veut prendre un niveau de confiance plus élevé, on va prendre 99,9%, dans ce cas-là le quantile c'est 3,09, et comme le quantile c'est 3,09, vous avez vu, j'ai transformé les nombres à virgule en nombres entiers. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, si on voulait avoir 95% de chance, il fallait qu'on compte 116,5 décès.
Mais concrètement, il ne va pas y avoir un type qui va être à moitié mort. Alors, je suis à moitié mort, donnez-moi 5 000 euros. Non, ça ne marche pas, c'est soit vous êtes mort, soit vous n'êtes pas mort. Donc si vous êtes mort, on vous donne 10 000, enfin, on donne 10 000 à vos ayants droit, si vous n'êtes pas mort, on ne vous donne rien. Et donc du coup, puisque on nous dit qu'on a 95% de chance d'avoir au moins 116,5, ben, si on prend 116, on a en fait moins de 95%. Donc si on veut avoir plus de 95% de confiance, il faut prendre la fraction qui manque, donc 117. De la même manière, ici, si on veut être sûr à 99,9%, on dit qu'il faut prendre 309 fois l'écart type, mais pas de chance, on ne peut pas prendre 30,9 morts. Donc il faut en prendre 31. Il faut payer pour le dernier, même si ça n'arrive pas à tous les coups. Comme ça, on est sûr, parce que si on n'en prend que 30, ben on n'est plus à 99,9% de confiance. On doit être vraisemblablement à 99,8%. Cela dit, ça veut dire qu'on a 2 fois plus de chances de ne pas être en mesure de payer, donc de faire faillite. Bon, donc, on sait en fait, si notre risque est assurable, c'est-à-dire si en gros notre mortalité suit les hypothèses qu'on a exposées, et qu'on va simplifier en disant on a une série de variables aléatoires indépendantes et de mémoire, d'accord, de l'espérance et de variance finie, ça nous va très bien comme ça, alors on sait qu'on peut assurer, avec un niveau de confiance de 99,9%, de payer les indemnités, en faisant en quoi en faisant payer au total à nos assurés 1 310 000 euros. Bon, concrètement, comme ils sont 10 000 à payer, ça veut dire qu'il faut que la prime qu'on leur fasse payer à chacun, ce soit non pas 100 euros, ce qui serait la prime pure, mais 131 euros, plus ce qui va être nécessaire pour l'administration, d'accord. Bon, ce qui est une autre affaire, mais ça c'est un problème de comptabilité analytique, c'est pas un problème de stats. Et vous savez que moi, les cours de compta, c'est pas mon truc. En revanche, les cours de stats, justement, ce qui est intéressant, c'est que là, on va se demander qu'est-ce qui se passe si le théorème central limite ne marche plus. Et par exemple, alors, si le théorème central limite ne marche plus, le sujet, c'est pas tellement... de manière évidente, le sujet ici, ça ne va pas être qu'il y a un risque disproportionné. Pourquoi ça ne va pas être qu'il y a un risque disproportionné? Parce que de toute façon, on paye 10 000 euros à chaque assuré. Donc il n'y a pas un ayant droit qui va venir vous dire « Ok, d'accord, j'ai signé un contrat pour 10 000 euros, mais je veux 1 million. » Pourquoi vous voulez 1 million? Parce que vous comprenez, je suis quelqu'un d'exceptionnel, et donc vous me devez 1 million. Non, je suis navré, c'est écrit 10 000, donc de toute façon, vous aurez 10 000 comme tout le monde. Voilà. Donc il n'y a pas de risque disproportionné. Alors après, vous pouvez dire, oui, il peut y avoir des risques pas aléatoires. C'est sûr que vous assurez un gars, il va se suicider juste après, c'est pas très aléatoire. De toute façon, là, il y a quand même des dispositions légales qui font que ça ne marche pas, et donc au revoir. Donc de fait, bon, après, il peut y avoir de l'antisélection, c'est-à-dire que vous assurez un gars dont vous pensez qu'il a un bon risque, mais en fait, il est alcoolique, il conduit en état d'ébriété, il va se foutre contre un mur, donc ça... Enfin, il y a un petit problème, c'est pas un problème d'antisélection, c'est un problème que vous n'avez pas bien fait votre sélection des assurés. Et donc, de fait, vous avez assuré quelqu'un qui n'avait pas la même probabilité de sinistre que les autres. Mais on va laisser de côté ce truc qui est anecdotique, parce qu'on peut se dire quand même que pour un assureur, quand vous voulez faire de l'assurance décès, vous allez un peu examiner à qui vous avez affaire. C'est-à-dire que vous évitez de prendre les gens qui sont en chimiothérapie depuis 3 ans pour une assurance décès dans les mêmes conditions de probabilité que quelqu'un qui n'aurait aucun antécédent, ferait du sport, mangerait normalement, dormirait la nuit, etc. D'accord. Bon, donc de fait, on écarte une hypothèse anecdotique qu'il y a des mauvais risques. Qu'est-ce qu'il peut y avoir en fait? Ce qu'il peut y avoir en fait, ce serait un problème d'indépendance. C'est ça essentiellement le problème qui peut se manifester quand en gros, il n'y a pas de risque disproportionné. Donc on va se donner un exemple. Comment est-ce qu'on simule le fait qu'on n'a pas d'indépendance? On imagine qu'il puisse y avoir un élément qui déclenche un surcroît de décès. Qu'est-ce que c'est qu'un événement qui déclenche un surcroît de décès? De manière vraisemblable, ce qui marche assez bien pour déclencher les surcroîts de décès, c'est les épidémies. D'accord. Par exemple, on suppose qu'il y a 1% de chance, tous les 100 ans, il y a une épidémie. Et quand il y a une épidémie, la mortalité est plus d'1%, elle est de 10%. D'accord. Donc, alors, si on veut rester à une mortalité moyenne de 1%, évidemment, il faut que les années où il n'y a pas d'épidémie, la probabilité soit de moins de 1%. Parce que si une année sur 100, on rajoute 9% de mortalité et qu'on ne change pas la mortalité en année normale, on va être à plus de 1% de mortalité en moyenne. Donc là, en fait, on utilise la formule des probas totales pour dire qu'on veut garder 1% de probabilité de mortalité au total, sachant qu'on a 1% de chance d'avoir 10% de mortalité et 99% de chance d'avoir ce qu'il faut qu'on calcule, et qui est en fait 0,9, d'accord, puisqu'on le calcule comme... Alors j'aurais dû mettre qu'on le calcule comme solution d'une équation, mais bon, le truc est quand même assez évident. Si ça ne vous va pas, envoyez-moi un mail et je mettrai un transparent en plus pour montrer l'équation.
De manière évidente, la formule des probabilités totales, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la probabilité totale de mourir en une année, c'est la probabilité qu'il n'y ait pas d'épidémie multipliée par la mortalité quand il n'y a pas d'épidémie, plus la probabilité totale, plus la probabilité de mourir plus la probabilité d'une épidémie, fois la probabilité de mourir quand il y a une épidémie. Donc c'est des choses, il n'y a même pas besoin de penser théorème, il suffit de réfléchir 2 secondes pour comprendre comment ça se construit. Et encore une fois, si ça ne vous vient pas à l'esprit, dites-moi que j'écris l'équation clairement. Bon, alors, le sujet, c'est si on admet une telle configuration, c'est-à-dire si on admet qu'il puisse y avoir une année sur 100, enfin une année sur ce qu'on veut d'ailleurs, des épidémies qui augmentent le taux de mortalité, qu'est-ce que ça change? Ce qu'on voit clairement, c'est que si on veut un niveau de confiance de 99% ou plus, comme notre 99%, ça va en gros inclure l'année où il y a des épidémies, on va se retrouver à calculer un intervalle de confiance, si vous voulez, un nombre maximum de décès qui est plus avec une probabilité de décès de 1%, mais qui est dans le cas où il y a une épidémie avec une probabilité de décès de 10%. Et donc, on va se retrouver avec... en fait, alors je ne fais pas le calcul parce que c'est assez pénible à faire. Enfin, on va dire, je n'ai pas fait le calcul, j'ai fait par simulation parce que je n'arrive pas à faire le calcul à la main. Donc, en fait, quand on fait comme ça, on se retrouve avec, par exemple, pour avoir un seuil de confiance de 999 pour 1000, il faut considérer la possibilité d'avoir 1039 morts dans l'année, et non plus 131 comme on l'avait dit précédemment. Et donc concrètement quoi? Concrètement, le pur chargement pour risque qu'il faut faire payer. Je ne parle pas du chargement pour frais d'administration, pour payer les actionnaires, pour frais réglementaires, pour que sais-je. Le pur chargement pour risque, la marge de risque que vous prenez. Je ne devrais pas dire marge de risque parce que dans Solvabilité 2, la marge de risque, c'est pas ça, peu importe. Le fait que vous faites payer en plus de la prime, ce que vous faites payer en plus de la prime pure, parce que la prime pure, on l'a dit, c'est l'espérance de sinistre. L'espérance de sinistre, c'est 1% de chance d'avoir indemnisé 10 000. 1% fois 10 000 égale 100. On a vu que dans le cas où on n'a pas d'épidémie, il faut faire payer 31 en plus pour avoir 99,9% de chance de pouvoir indemniser tout le monde. Là, si on a 1039 morts potentiels, avec si on a 0,01% de chance, 0,1% de chance d'avoir 1039 morts ou plus, de fait, il faut faire payer une prime d'assurance telle que on doit indemniser 1039 personnes. Et donc, concrètement, il faut que la prime d'assurance, ce soit non plus 131 € pour une prime pure de 100 €, mais 1039 € pour une prime pure de 100 €. Alors, ça pose un double problème. D'accord. Le premier, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'assurés qui vont accepter de s'assurer à ce prix-là, parce qu'il faut quand même avoir une aversion pour le risque très forte. Pour payer 1039 € pour vous assurer contre un risque qui, en fait, son espérance, c'est 100 €, d'accord. En plus, il faut avoir une aversion contre le risque d'autant plus forte, de toute façon, quand vous êtes là, vous ne verrez pas ce qui se passera. Mais il y a en plus que, évidemment, moralement, il va y avoir un truc qui ne va pas entre les assureurs et les assurés, c'est que les assureurs, en moyenne, ils supportent des dégâts, des indemnités de 100. Et donc, s'ils vous font payer 1000 pour vous indemniser 100, c'est-à-dire qu'ils vont mettre 900 € de côté. Et là, les assurés vont quand même dire, non, attendez, ça ne va pas. Vous mettez 900 € dans la poche alors sur les 1000 qu'on vous a payé, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les assureurs répondent en toute bonne foi, on a besoin de ça pour être sûr de vous indemniser. Mais vous voyez bien qu'il y a un problème. Alors, en fait, ce n'est pas de la vraie dépendance statistique, mais c'est juste un exemple de en quoi la dépendance statistique, ça complique considérablement le problème, parce que ça augmente très considérablement la probabilité d'événements extrêmes. Comme ça augmente très considérablement la probabilité d'événements extrêmes, ça augmente très considérablement le niveau de la prime qu'il faut payer pour avoir un niveau de confiance élevé d'indemnisé. Et donc, du coup, ça fait, en année moyenne, des profits extraordinaires pour l'assureur que les assurés ne sont pas prêts à accepter, du point de vue moral. Bon, bref, tout ça fait que quand il y a de la dépendance statistique, ça ne marche pas très bien. Alors après, je voudrais vous donner des petits exemples historiques pour vous montrer ce que c'est que ces histoires d'antisélection et d'aléa morale. Parce que, après tout, c'est jamais aussi compréhensible que quand on raconte des anecdotes, d'une part, et d'autre part, quand on montre que ces anecdotes sont suffisamment anciennes pour que ces histoires d'assurance, après tout, en France, quand on ne sait pas justifier un truc moralement, on dit que c'est là depuis toujours. Donc, je vais quand même vous expliquer que l'assurance, c'est pas vieux comme le monde, mais pas loin, enfin, c'est pratiquement vieux comme la civilisation. Et donc, de fait, les problèmes qui se posent dans l'assurance, ça fait très longtemps qu'on y réfléchit. Ça c'est un premier. Il y a un aspect culturel des choses, il y a un deuxième aspect des choses, mais c'est ça qui est fondamental, en fait, c'est de comprendre que, contrairement, l'idée qu'on se fait quand on commence à faire de l'assurance,
c'est que les problèmes d'assurance, c'est simple, c'est les problèmes de stats. C'est-à-dire, vous avez des distributions de proba, et en fait, il faut juste trouver votre problème, c'est quoi? C'est de trouver le max de la distribution avec une probabilité, avec un niveau de confiance, qu'est-ce que vous voulez. En fait, la difficulté, et on va le voir à travers ces exemples, la difficulté du monde réel, c'est que les probabilités des événements liés à l'assurance, ce n'est pas des choses que vous recevez, c'est des choses que vous allez devoir construire. Concrètement, si vous prenez tous les risques qui se présentent, vous allez avoir des problèmes d'antisélection, vous allez avoir des problèmes d'aléa moral, vous allez avoir des problèmes de dépendance statistique, etc. Si vous voulez que vos probabilités elles marchent, il va falloir sélectionner les risques. Et sinon, ça ne marche pas, vous allez avoir des exemples. Et alors, le truc paradoxal en plus, c'est que c'est très facile de. Enfin, c'est très facile. Oui. En fait, l'assurance, ça a très bien marché sans calcul des probabilités, mais juste avec la sélection des risques. Pourquoi? Pas parce qu'il suffit d'être un imbécile pour faire de l'assurance, mais parce qu'en fait, les aspects probabilistes, ils sont uniquement utiles quand vous allez développer des choses compliquées, comme de l'assurance vie, dans lesquelles il y a à la fois des questions de mortalité et des questions de durée importantes. Et là, ça ne pardonne pas. Si vous n'avez pas le bon modèle probabiliste, vous allez vous planter. Mais pour de l'assurance de dommages, en fait, le sujet, alors, ça ne veut pas dire qu'on peut faire de l'assurance, enfin, que c'est une bonne idée de faire de l'assurance sans calcul des probabilités. Mais manifestement, l'assurance maritime, ça a marché pendant très longtemps avec pas de calcul des probabilités. C'est-à-dire que, en gros, il y a de l'assurance maritime rentable, enfin en tout cas pas désastreuse depuis le XIVe siècle, et on ne peut pas dire que l'invention du calcul des probabilités ce soit le XIVe siècle. Alors, une des raisons, c'est probablement que les marchands savent compter, et donc, de fait, ils savent rapporter les primes à leur coût de production, mais de fait, le truc qui est central, c'est, du moins dans une assurance rudimentaire, c'est pas tant le calcul des probabilités que la sélection des risques. D'accord. Bon, et puis en fait, en matière d'assurance maritime, on commence à en faire. Bon, en fait, on commence à faire des formes d'assurance maritime il y a presque 40 siècles, d'accord. Et la seule innovation technologique qu'on va voir apparaître, c'est dans les années 1800. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait de l'assurance maritime depuis 30 siècles? En fait, on ne le fait pas sous le nom d'assurance, on le fait sous le nom, en français, le nom le plus répandu, c'est prêt à la grosse. Et ce qu'on appelle du prêt à la grosse, c'est pas qu'on prête de l'argent à une dame un peu forte, parce que de toute façon, ça ne se dirait plus. C'est l'abrégé, en fait, de prêt à la grosse aventure. Et ça, c'est la manière dont on traduit. Enfin, il y a d'autres termes, mais qui sont plus idiomatiques. On dit soit la baumerie ou la baudinerie, qui est en fait un terme néerlandais, qui est bodemrij. Soit on dit aussi l'usure nautique, fenus nauticum en latin juridique. Qu'est-ce que ça veut dire ce machin? En fait, ça fonctionne un peu à l'envers de l'assurance. C'est-à-dire que, au lieu que vous payiez une prime d'assurance et que l'assureur vous rembourse si vous avez un sinistre, en fait, vous vous faites prêter de l'argent, vous faites votre expédition avec votre bateau, et si votre bateau ne revient pas, vous ne remboursez pas le prêt. En revanche, si le bateau revient, vous remboursez le prêt avec un intérêt important. Bon, et donc, c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que ça marche depuis Hammurabi. Vous voyez qui c'est Hammurabi? Hammurabi, c'est un roi babylonien du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Si vous avez oublié, il y a un machin au Louvre qui s'appelle la stèle d'Hammurabi. C'est une énorme pierre noire sur laquelle il y a gravé les lois que Hammurabi, roi de Babylone, a promulguées donc au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et dans ces lois, il y a en particulier que si un marchand s'est fait capturer au cours d'une expédition, eh ben, le temple va d'abord essayer de racheter le marchand, et si ça ne marche pas, c'est le roi qui va racheter le marchand. Et si, alors, donc ça c'est un cas d'assurance, non pas maritime, mais terrestre, mais pour des opérations commerciales enfin, c'est pas tout à fait du prêt à la grosse, mais ça y ressemble, parce qu'en gros, ça signifie que le roi vous, à partir du moment où le roi vous recommande, ben, de fait, vous êtes assuré d'une certaine manière. Bon, et puis ça se développe pour financer des opérations maritimes à Athènes, à l'époque classique d'Athènes, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus-Christ, et c'est manifestement en provenance du Moyen-Orient. Et là où alors, ça se développe à Athènes, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est condamné par les papes, en particulier par une décrétale de Grégoire IX en 1248, la décrétale Naviganti. C'est condamné pourquoi? Parce que c'est l'époque où la papauté condamne l'usure, et donc le fait de faire payer un taux d'intérêt. Or là, ce qui se passe, souvenez-vous, c'est donc que le marchand reçoit une somme d'argent,
il s'en sert pour affréter son navire, pour payer l'équipage et pour payer les marchandises, et si le navire ne revient pas, il ne paye pas, donc là il n'y a pas d'usure. Mais si le navire revient, il rembourse, mais il paye un intérêt très fort. Alors ça, les papes considèrent que c'est usuraire. Et on a beau leur expliquer que c'est pas un problème, puisque normalement le marchand qui récupère sa marchandise, il gagne de l'argent, et donc il a une marge sur laquelle il peut payer un taux d'intérêt. Non, non, je ne veux voir qu'une seule tête, l'usure étant interdite, un taux d'intérêt comme ça, c'est usuraire, donc non. Évidemment, c'est des taux d'intérêt relativement élevés. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, en fait, le contrat d'assurance maritime tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire le contrat d'assurance dit à simple cédule. En fait, pourquoi simple cédule? Parce que l'idée, c'est que vous payez une prime, et quand vous payez une prime, l'assureur vous donne une cédule, c'est-à-dire en gros un truc qui atteste du fait que vous avez payé la prime, au lieu qu'il y ait un acte notarié. D'accord? Et donc de fait, ce contrat d'assurance à simple cédule, il va seulement se développer à Gênes à partir des années 1330, mais concrètement, même s'il se développe seulement à Gênes à partir des années 1330, tous les problèmes d'aléa moral, d'escroquerie, etc., qu'on a pu avoir avant, vont se retrouver avec le contrat d'assurance génois. Alors, je détaille les problèmes d'escroquerie, etc., dans pas longtemps. Mais avant ça, je ne sais pas pourquoi je mets transparent, attendez pour répondre. Attendez d'autant plus que je ne vous ai pas posé de questions, mais on va y arriver. Après, on s'est dit, ok, premier exemple d'assurance, c'est l'assurance maritime. S'il faut vous poser une question, qu'est-ce que c'est chronologiquement la deuxième forme d'assurance qui s'est développée? Ça vous dit quelque chose? Oui. Ah oui, alors ça c'est... Alors, question, où est-ce que vous avez senti ça? Ah, bon, alors donc ça c'est une légende, d'accord? Donc, je vous le dis tout net, le truc qui est... les ouvriers du temple de Salomon à Jérusalem, c'est une légende maçonnique, d'accord? Et les tailleurs de pierre de la Haute-Égypte sur les pyramides, c'est une légende. Pourquoi c'est une légende? Parce que d'abord j'ai cherché dans absolument tous les manuscrits, tous les volumes qui éditent des manuscrits à caractère, des sources à caractère économique de l'Égypte ancienne. J'ai jamais rien trouvé. Et donc il y a 3 ans, les annales, qui sont donc là le trimestriel de référence de l'histoire, d'accord, a fait un numéro spécial sur l'histoire économique de l'Antiquité. Et ils avaient fait une réunion de lancement, non pas ici mais à la BNF. Et comme il y avait en gros un tiers du volume qui était sur l'histoire économique de l'Égypte ancienne, je me suis précipité en me disant je vais enfin pouvoir poser la question à tous les égyptologues français qui sont réunis. Et donc après la réunion, je les ai tous attrapés un par un, enfin non pas un par un, mais ensemble, et je leur ai dit bon alors voilà, mon truc c'est, dans l'Encyclopédie Universalis, édition 69, il y a cette histoire qui aurait eu des mutuelles d'assurance des tailleurs de pierre de l'Égypte ancienne. Est-ce que, par hasard, vous qui avez tout balisé, puisque en gros c'est des gars qui sont à un moment de leur carrière où ils connaissent toutes les sources écrites, est-ce que vous avez déjà rencontré ça? Et ils m'ont dit, jamais vu. Les premières traces de sociétés mutuelles qu'on connaît dans l'Antiquité, c'est les sociétés militaires romaines au IIe siècle avant Jésus-Christ. Avant, il n'y a rien. Sauf, il y a des assurances, mais au sens prêt à la grosse. Voilà, donc, on oublie ça. Non, en fait, c'est beaucoup plus près de nous. Et c'est une assurance dans le sens où il y a des gens qui payent des primes, et ils attendent quelque chose en retour. On vous a jamais dit qu'après le grand incendie de Londres, les Anglais s'étaient décidés à faire une assurance incendie? Non, on vous a jamais raconté cette histoire. Alors en fait, vous voyez ce que c'est le grand incendie de Londres? Le grand incendie de Londres, c'est... il y a un feu à Londres en 1666. Alors, au passage, tous les astrologues prédisent que ça va être la fin du monde, parce que 1666, c'est le chiffre de la bête, n'est-ce pas? Et puis, quand le truc se met à brûler, on dit « Ah oui, les cavaliers de l'Apocalypse vont venir, et puis ils vont prendre les livres avec les sceaux. » Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, on a eu le bug de l'an 2000 et maintenant c'est le climat. D'accord? Alors, je ne dis pas que les questions climatiques ne sont pas préoccupantes, mais le problème, c'est que dès qu'il y a un truc qui dérape, les prophètes de l'Apocalypse débarquent. Là où vraiment le grand incendie de Londres, ça a été pénible, c'est que comme Londres était construite pour l'essentiel en bois, la ville a brûlé pendant une semaine. Et l'incendie ne s'est arrêté que quand on a fait la part du feu, c'est-à-dire en gros, on a détruit 2 rangs de maisons autour du feu pour que le feu puisse plus sauter d'une maison à l'autre. Au bout d'une semaine d'incendie, il ne restait plus grand-chose. Voilà, les Rouennais auraient trouvé encore pire que ce qu'ils avaient vécu, mais les Anglais, les Londoniens étaient suffisamment traumatisés pour se décider à créer des sociétés d'assurance
contre l'incendie. Question, qu'est-ce qu'elles faisaient ces sociétés d'assurance contre l'incendie? En fait, quand on regarde le détail, avec les cotisations des membres, elles payent des pompes à eau et des pompiers, d'accord? C'est parce que c'est des pompes, enfin, c'est parce qu'ils ont des pompes qu'on les appelle des pompiers. Et d'ailleurs, on les appelle des pompiers sapeurs ou des sapeurs-pompiers. Si vous n'êtes jamais demandé pourquoi on les appelle des sapeurs-pompiers, vous savez, les sapeurs, c'est les gens qui font des sapes. C'est les gens qui font des trous dans les murs et dans les maisons. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Les sapeurs, ils ont des pelles et des pioches. Et en fait, quand il y a le feu, avec leurs pelles et leurs pioches, ils détruisent les maisons pour faire du vide autour du feu, pour pas que le feu puisse se propager. Donc, concrètement, l'assurance, elle paye des sapeurs-pompiers qui seront là pour lutter contre le prochain incendie. Alors, c'est pas exactement ce qu'on appelle de l'assurance. D'ailleurs, dans le jargon assurantiel, c'est plutôt ce qu'on appelle de l'assistance. De la même façon que si vous êtes chez Mondial Assistance, vous payez avant de partir en voyage, et puis quand vous êtes à l'étranger, que vous cassez une guibole, vous vous faites ramener par un avion sanitaire. Ça, c'est en fait, on vous offre un service. Mais cette assistance, ça a un caractère d'assurance parce que on vous fait payer, vous payez une petite prime pour avoir un service dont la valeur est élevée, parce qu'il y a de la mutualisation exactement comme dans une compagnie d'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, l'assistance, c'est comme l'assurance, et il faut les mêmes critères pour que le risque pour lequel on va proposer des services d'assistance soit assurable, il faut des critères d'assurabilité, mais au lieu qu'on vous paye une indemnité en cash, parce qu'en général, pour des raisons qui sont telles qu'on ne peut pas vous payer l'indemnité en cash, on vous offre un service. Donc dans le cas de Mondial Assistance qui va vous rapatrier du sommet du Kilimanjaro, la raison pour laquelle on vous donne le service, c'est parce que si on vous envoie des bifetons, vous seriez bien arrangé, d'accord? Je suis content, j'ai 10 000 euros, avec deux guiboles pétées en haut du Kilimanjaro, je vais appeler avec mon téléphone portable des gars qui vont venir me chercher, et évidemment ça ne marche pas. Donc, plutôt que de vous donner de l'argent liquide, on vous procure le service, parce qu'en plus, on a développé une logistique qui vous permet de vous rapatrier en 24 heures. Dans le cas de l'assurance incendie, ou plutôt de l'assistance incendie britannique, se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'indemnise pas les propriétaires, les propriétaires de maisons qui sont victimes d'incendie. Et donc c'est une question à vous poser. Pourquoi est-ce qu'on n'indemnise pas directement les propriétaires victimes d'incendie? Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire que si ma maison brûle, compte tenu de l'incendie, il y a de grandes chances que la maison du voisin brûle aussi, etc. Oui, alors d'accord. Ça, il y a un problème effectivement de caractère épidémique du risque. Mais justement, on peut se dire que, je vous ai vu, on peut se dire que comme on a des sapeurs, pompiers, on va pouvoir enrayer le caractère épidémique du risque. D'accord? C'est-à-dire que si une maison brûle, on va casser des maisons autour de sorte que, d'accord, quand il y a une maison qui brûle, on va en détruire 12, mais ce ne sera plus tout le monde qui va brûler. Donc, justement, ce qu'il y a, c'est que, alors c'est intéressant que vous disiez ça, parce que vous voyez bien qu'en fait, si on peut proposer une assurance, c'est qu'on a constitué le dispositif de contrôle du caractère épidémique du risque. Donc, en gros, on a limité, on n'a plus des variables aléatoires de variance infinie. On a des variables aléatoires de variance finie parce que, justement, on a une équipe de sapeurs-pompiers qui va éviter que toute la ville brûle. Bon. Là-haut, qu'est-ce que vous proposiez ? Je comprends pas, excusez-moi. Oui. Oui, d'accord, mais on pourrait imaginer de faire les deux à la fois. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer d'avoir à la fois l'équipe de sapeurs-pompiers et d'indemniser. D'accord? Or, c'est pas ce qu'on fait, oui. Voilà. Il y a quand même un deuxième problème, c'est qu'on a quand même peur que les propriétaires foutent le feu à leur maison si on les rembourse. Et donc, on ne propose que le service, concrètement, on ne propose que le service qui va éviter la propagation du feu. En disant, d'un côté, ça protège votre maison si elle n'a pas pris feu, donc ça diminue considérablement la probabilité que votre maison prenne feu. Bon, évidemment, si votre maison prend feu, pas de bol pour vous. Mais au moins, ça vous protège de l'incendie que les autres risquent de vous donner. C'est ça l'idée. D'accord? C'est un peu comme si vous faisiez vacciner, quoi. C'est une espèce de vaccination contre le feu. Mais vous voyez quand même que ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir assurer, il faut rendre le risque assurable. Et rendre le risque assurable, ça veut dire éviter la propagation. Parce que si le risque se propage et qu'il est épidémique, alors on se retrouve dans un cas de variance infinie, et si la variance infinie, alors c'est plus les conditions du théorème central limite. Bon, mais de fait, là, on propose l'assistance, mais on ne propose pas. Alors, de fait, ça fait considérablement baisser le risque, puisque l'idée, c'est que si la maison de votre voisin prend feu,
la vôtre ne va plus brûler. Enfin, si la maison de votre voisin, si la maison de quelqu'un dans votre rue prend feu, la vôtre ne va plus brûler, sauf si, si c'est votre voisin immédiat, votre maison ne va pas brûler, mais elle sera détruite par les sapeurs. Bah oui, mais bon, ça diminue quand même considérablement la probabilité que votre maison brûle, parce que dans le schéma où vous n'êtes pas assuré, ça signifie que s'il y a le feu chez n'importe qui, tout le quartier va brûler. D'accord? Et donc, il suffit, donc de fait, la probabilité que votre maison brûle, c'est la probabilité qu'il y ait le feu chez machin, plus le feu chez truc, plus le feu chez bidule, etc. Donc ça fait une probabilité beaucoup plus élevée que si c'est seulement le feu chez l'un de vos trois voisins. Oui. Bon, donc de fait, ce qu'on veut, ce qu'on veut obtenir en n'assurant pas, en indemnisant pas, c'est une protection contre l'aléa moral. Donc vous voyez encore, pour rendre le risque assurable, il faut à la fois trouver les conditions créer les conditions pour que le risque ne soit pas épidémique, et créer les conditions pour qu'il n'y ait pas d'aléa moral. Donc quand je vous disais, vous ne recevez pas des probabilités, vous ne recevez pas des variables aléatoires comme ça, il faut créer les conditions d'assurabilité, ben là on a un exemple typique. Alors je voudrais, il y a des transparents, je ne comprends plus ce que ça veut dire, mais ça tient quand même au fait que je n'ai pas réussi à ouvrir le bon fichier, je traiterai ce que je vais vous mettre sur Internet. Alors, donc, contrôle de l'aléa moral, à Londres, on indemnise, si on indemnise le propriétaire de la maison qui a brûlé, en fait, on va augmenter le nombre d'incendies parce qu'il y aura des incendies volontaires. Comme ces incendies volontaires, ils vont en plus se propager, bah, de fait, si on propose d'indemniser les victimes d'incendie, là, il n'y a pas de modèle économique, d'accord, parce que de fait, on incite à l'incendie, et donc typiquement, l'aléa moral fait que le truc cette proposition ne serait pas économiquement viable. Au contraire, en payant les services de lutte contre l'incendie, on évite la réalisation du risque, enfin, on fait diminuer la probabilité du risque. Et en plus, pour les propriétaires, ce qui se passe, c'est qu'on fait augmenter la valeur de leur propriété. Et d'ailleurs, ils signalent du coup la valeur de leur propriété en mettant sur les maisons des plaques qui indiquent qu'ils sont assurés. Alors à Londres, vous n'en voyez pratiquement plus des firemarks. Les firemarks, c'est donc ces plaques, soit en bronze comme celle de droite, soit en acier, en fonte émaillée comme celle de gauche. Celle de gauche, elle est très claire, c'est The Fire Insurance Company, avec une pompe à feu, vous voyez. Donc, enfin, c'est une pompe à bras, hein, mais qui sert donc à pomper de la flotte dans la Tamise pour la jeter sur le feu. À droite, ce que vous voyez, c'est le soleil, puisque l'une des premières compagnies d'assurance incendie, c'est le Sun, d'accord, le soleil. Les logos, enfin, les marques commerciales les plus habituelles pour les compagnies d'assurance incendie, c'est le soleil et le phénix, d'accord. Le phénix, puisque c'est le phénix, comme vous le savez, c'est l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres. Et donc l'idée qu'on renaît de ses cendres, c'est quand même l'idée de, même s'il y a le feu, on va renaître. Bon, donc en gros, on ne peut pas assurer contre l'incendie si on ne contrôle pas l'aléa morale. Et en fait, dans l'assurance maritime, c'est pareil. C'est pareil, puisqu'on a un exemple de lutte contre l'aléa morale, ou de pourquoi il faut lutter contre l'aléa morale, dans cette œuvre de Démosthène, qui s'appelle Prosformiona, donc contre Phormion. Pourquoi Démosthène et pourquoi contre Phormion? Parce qu'en fait, l'histoire de Démosthène contre Phormion, c'est que pour l'instant, c'est la première tentative d'escroquerie à l'assurance que j'ai réussi à trouver. Et donc là, c'est pas comme les histoires des mutuelles des Égyptiens, parce que là, on a la preuve avec Démosthène qu'il y a vraiment eu une escroquerie à l'assurance. Et donc, en fait, si on veut que l'assurance ça marche, il faut contrôler l'aléa morale. Alors, pourquoi il y a eu, comment ça a marché cette histoire d'escroquerie à l'assurance? En fait, Démosthène prête à Phormion à la grosse, d'accord. Donc, il prête à Phormion, je ne sais plus combien de mines d'argent, il lui prête en gros une somme d'argent avec laquelle Phormion va acheter des marchandises qu'il va charger sur un navire. Et puis il va partir dans le pont, ce qu'on appelle le pont en fait, c'est la mer Noire, d'accord. C'est-à-dire il va partir sur la côte qu'on appellerait maintenant la côte turque, du côté de Trébizonde, et puis il va essayer de vendre sa marchandise à Trébizonde, et là-bas racheter une autre marchandise qu'il va revenir vendre à Athènes. L'idée d'une opération commerciale, c'est que vous allez revendre à Trébizonde plus cher que ce que vous avez payé à Athènes, et puis ensuite ce que vous achetez à Trébizonde, vous allez le revendre plus cher à Athènes. Donc, si vous êtes un bon marchand, vous gagnez de l'argent dans cette opération. Le problème, c'est que Phormion n'est pas un bon marchand et qu'en fait, il n'arrive pas à bien vendre sa marchandise à Trébizonde. Et donc, il se retrouve avec une perte d'exploitation. Et malgré cela, il doit rembourser à Démosthène
ce qu'il lui a emprunté, plus un intérêt qui est l'intérêt standard de l'usure nautique, qui est 1 tiers. Or, il n'a pas envie de payer 1 tiers de plus, sachant qu'il a perdu de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de dire qu'il a essuyé une tempête et qu'il a dû jeter la marchandise dans la mer, et que du coup, quand il y a une avarie comme ça, on n'est pas obligé de rembourser. Que les cas où on ne rembourse pas, c'est soit le cas où le navire est perdu, soit le cas où on a perdu la marchandise parce qu'on a dû l'acheter par-dessus bord, ce qui, dans un bateau à voile qui ne dépasse pas beaucoup du niveau de l'eau parce qu'il est très chargé, se conçoit, parce que si vous êtes pris dans une tempête, pour être sûr que les vagues ne vont pas passer par-dessus le bateau, vous voulez alléger le bateau pour que le bateau remonte. Donc c'est un cas habituel d'assurance, enfin d'usure nautique. Et donc Formion rentre à Athènes en disant mon pauvre Démosthène, malheureusement je ne peux pas te rembourser, j'ai essuyé une tempête, donc toute la marchandise que j'avais achetée à Trébizonde, je l'ai perdue, et donc je ne peux pas te rembourser. En fait, Démosthène trouve que c'est curieux, et il est lui-même marchand, Démosthène, en dépit du fait qu'il est aussi philosophe, comme vous le savez, il a des contacts à Trébizonde qui lui disent que, en fait, Formion a raconté des cracks, qu'il n'a pas réussi à vendre sa marchandise à Trébizonde, et donc qu'il a inventé ce bobard simplement pour pouvoir ne pas rembourser Démosthène, mais que normalement il devrait le rembourser. Et qu'il ne s'est pas perdu en route, ni à l'aller, ni au retour. Donc Démosthène commence à attaquer Formion, mais Formion, qui a plus d'un tour dans son sac, en fait excite la foule, parce que je vous rappelle qu'on est à Athènes, donc on est dans la démocratie athénienne, où normalement les histoires de citoyens se règlent entre citoyens sur l'agora, on vient tous en discuter. Alors vous savez que la démocratie athénienne, c'est que dans une ville où il y a 200 000 habitants, il y a à peu près 120 000 esclaves qui comptent pour du beurre, d'accord, et 40 000 femmes qui comptent aussi pour du beurre. Donc la démocratie, et puis des pauvres, des étrangers, des métèques, des trucs, des machins. Donc, au bout du compte, la démocratie athénienne, c'est que sur des enfants, évidemment, c'est que sur 200 000 habitants, il y en a un peu moins de 20 000 qui participent à la délibération. Enfin, en gros, Démosthène, qui n'est pas content contre Formion et qui veut aller réclamer à Formion devant l'Assemblée des citoyens son dû, il fait face au fait que Formion a excité tout le monde contre lui en disant qu'il était de mauvaise foi. Donc, en gros, Formion, c'est Trump, d'accord. Enfin, il a des méthodes qui sont comparables à celles du susnommé. Et en fait, Démosthène finit par avoir gain de cause, alors qu'une première fois, l'agora le condamne, en disant que c'est lui qui a essayé de nuire à Formion en le diffamant. Et donc, alors que dans un premier temps, l'Assemblée des citoyens a failli condamner Démosthène à l'exil parce qu'il aurait diffamé ce brave Formion, finalement Démosthène écrit un discours qui s'appelle donc le contre Formion, où il explique toute l'escroquerie parlementaire. Il donne les témoignages des gens qu'il connaît à Trébizonde, il explique que c'est des gens au-dessus de tout soupçon. Il les fait venir, il leur paye le voyage pour que les types viennent témoigner. Ils disent mon père a connu Périclès, il a fait la guerre ici, il a défendu la ville contre les Spartiates, contre les Perses, etc. Alors on dit ah oui quand même, il a vraiment des citoyens honnêtes qui viennent témoigner pour lui. C'est donc que Formion est un salaud, et donc Formion est condamné à rembourser et à l'exil, d'accord. Donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se trouve là en présence d'un texte du 5e siècle qui nous montre les fake news, la manipulation du corps politique, le fonctionnement des réseaux sociaux avant Internet. C'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est je connais des gens jusqu'à Trébizonde, j'ai des réseaux que je peux mobiliser, et c'est ces réseaux qui vont donner une crédibilité à mon témoignage face à l'Assemblée des citoyens. Et au bout du compte, de quoi il s'agit? D'une fraude à l'assurance, une pure fraude à l'assurance, où il y a quelqu'un qui a déclaré un sinistre qui n'avait pas existé. Or, on voit bien que s'il n'y a pas un moyen de lutter contre cette fraude à l'assurance, personne ne prêtera plus à la grosse aventure. Donc concrètement, si on a pu prêter à la grosse aventure, alors à Moabi, on n'a pas beaucoup de documents, on a juste cette pierre noire. Mais ce qu'on voit, c'est que depuis le 5e siècle, depuis Athènes, on prête à la grosse aventure, on sait qu'on prêtait à la grosse aventure à Rome, on sait qu'on prêtait à la grosse aventure dans toute l'Europe méditerranéenne à partir du 9e siècle. Donc on sait qu'on a prêté à la grosse aventure à Amalfi, à Gênes, à Pise, à Venise, etc. Donc si ce commerce a fonctionné, c'est parce qu'on savait contrôler la morale, c'est-à-dire qu'en gros, le tricheur, on savait l'exclure. Voilà. Alors, il faudrait quand même que je définisse un tout petit peu l'aléa morale pour être sûr que tout est compris. On va dire que l'aléa morale, c'est la possibilité pour un agent protégé d'un risque de se comporter différemment de ce qu'il ferait s'il était exposé au risque, en particulier d'être moins prudent. Donc, l'aléa morale, ça va de la fraude. Alors, concrètement, le Formion, s'il n'avait pas
s'il n'avait pas pensé qu'il pourrait ne pas rembourser Démosthène, il se serait un peu plus décarcassé pour vendre sa marchandise. Mais là, comme il voyait que ça ne marchait pas à Tréviso, il s'est dit, ouais, c'est pas grave, je ne vais pas rembourser Formon, je m'en fous. D'accord ? Donc, de la même façon, un assuré qui s'assure contre l'incendie pour mettre le feu à sa maison, évidemment, s'il n'était pas assuré, il ne mettrait pas le feu à sa maison. Enfin, ou alors, c'est pas juste un escroc, c'est un dingue. D'accord ? Ça existe aussi, mais c'est une autre catégorie. Donc l'aléa moral, le pire, c'est évidemment la fraude, enfin, l'escroquerie à l'assurance, mais il peut y avoir une autre forme d'aléa moral, c'est que vous prenez plus de risques simplement parce que vous êtes assuré. D'ailleurs, l'aléa moral, ça a pendant longtemps été un argument évidemment fallacieux, mais ça a pendant longtemps été un argument contre les obligations d'assurance de responsabilité civile, parce que les assurés potentiels disaient « Ah mais non, mais moi, il faut pas rendre l'assurance obligatoire, parce que si les gens sont assurés, ils vont prendre plus de risques. » D'accord ? Ils sauront qu'ils sont assurés, donc ils feront n'importe quoi. Les gens qui ne voulaient pas payer l'assurance auto, ils disaient « Comprenez, si vous rendez la RC auto obligatoire, les gens ne feront plus attention. Il faut les responsabiliser. » En fait, il ne faut pas les responsabiliser. Si on veut que les victimes soient indemnisées, il faut qu'il y ait une caisse d'indemnisation, et la caisse d'indemnisation, il faut qu'elle soit abondée d'une manière ou d'une autre, donc en particulier par la perception d'une taxe sur l'assurance de responsabilité civile. Donc l'aléa moral, c'est simplement quand l'agent est protégé d'un risque, se comporte différemment de ce qu'il ferait s'il était exposé au risque. Et donc pour éviter l'aléa moral, ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait des contrôles. Soit on ne fixe pas de clause d'indemnisation parce qu'on sait que c'est trop tentant pour l'assuré d'escroquer, comme dans le cas de l'assurance incendie, à Londres au XVIIe siècle, ça a changé depuis. Soit parce qu'on a des témoins, des espions, qui vont s'assurer. En gros, on va surveiller l'assuré pour s'assurer qu'il ne fait pas de bêtises. Soit aussi parce qu'on a des clauses contractuelles. C'est-à-dire typiquement, quand vous faites de l'assurance du risque cyber, vous allez vous assurer, l'assureur va mettre dans le contrat que l'assuré s'engage à avoir un correspondant sécurité informatique désigné, qu'il va avoir des politiques écrites en matière d'utilisation d'Internet par son personnel, qu'il va avoir, je ne sais pas quoi, un firewall, des dispositifs de protection, des antivirus sur toutes les machines, etc. Parce que si vous ne faites pas ça, évidemment, vous ne pouvez pas assurer. Donc, si vous voulez, le contrôle du risque moral, c'est tout un tas de dispositifs, mais c'est absolument nécessaire pour qu'on puisse assurer. Bon, et alors, attention, parce que moral, ça ne veut pas forcément dire moralité, donc c'est pas seulement de l'escroquerie, d'accord ? Moral, ça s'oppose simplement à physique. Il y a l'idée qu'il y a un risque physique, ça c'est le risque contre lequel vous assurez, d'accord ? Quand vous assurez quand vous faites de l'assurance dommage, vous assurez contre le fait que le bien qui est assuré pourrait être endommagé. Mais le risque moral, c'est le risque qui est lié non pas au fait que les personnes qui vont servir du bien sont de mauvaise moralité, donc ce sont des méchants, mais simplement au fait que, du fait d'une erreur humaine, il peut y avoir un problème. Donc c'est en ça que c'est un risque moral. C'est juste par opposition à physique. C'est en gros le risque d'erreur humaine. Bon, bref, il faut contrôler l'aléa moral pour que la probabilité de sinistre soit à peu près assurable. Et ceci donc pour dire qu'en fait, les statistiques d'assurance, ce n'est pas une chose qu'on reçoit, c'est une chose qu'on produit. Parce que si on ne contrôle pas l'aléa moral, ce n'est pas la peine de regarder les statistiques d'assurance. Vous savez que vous allez avoir des fraudeurs. Et donc vous savez que la réalisation passée des risques, ça ne va pas vous donner d'indication sur le risque futur, puisque vous allez avoir de la fraude, puisque vous contrôlez de la fraude ou de la négligence, puisque vous ne contrôlez pas le risque moral. Donc en gros, il faut pouvoir induire des comportements qui engendrent des probabilités vérifiables et stables. Bon, et donc c'est ça l'assurance. D'accord ? L'assurance, c'est pas juste de faire payer des primes, c'est aussi de contrôler le risque pour que les primes qu'on a fait payer permettent d'indemniser. D'accord ? Et alors, un exemple typique, en matière d'assurance auto, qu'est-ce que les assureurs font de fait pour contrôler le risque ? Ce qu'ils font, c'est que depuis plus de 40 ans, les assureurs font un lobbying effréné pour faire baisser le risque, pour augmenter la sécurité routière et donc pour faire baisser le risque routier. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont d'abord fait du lobbying pour la ceinture de sécurité à l'avant, puis pour la ceinture de sécurité à l'arrière, puis pour la limitation de vitesse, puis pour la transformation des routes à 3 voies en routes 2 fois 2 voies, etc. Bon, tout ça, ça aboutit, je ne sais pas si vous voyez, mais je ne sais pas si vous avez un ordre de grandeur. Mais en gros, il y avait 16 000 morts par an sur les routes en France au début des années 70. On est rendu à 4 000, sachant que le trafic routier a été multiplié par 10, à peu près. Donc c'est pas seulement qu'on a 4 fois moins de morts, et surtout 4 fois moins de blessés graves, mais c'est surtout qu'en plus, on a pu augmenter le trafic en diminuant le nombre de morts. Alors je ne dis pas que c'est les assureurs qui sont entièrement responsables, mais ceux qui poussent toujours, ceux qui subventionnent la prévention routière et des associations comme ça, qui sont de fait des associations de lobbying,
pour l'accroissement de la sécurité routière, c'est évidemment les assureurs. Alors que les ozos qui vous expliquent que non, il faut responsabiliser le conducteur, qu'il puisse rouler à 200, etc. Oui, il y a des conditions dans lesquelles les Allemands, sur des autobahns avec un flic tous les 3 mètres, peuvent rouler à 200. Mais ce qu'on sait très bien, c'est que dès qu'on augmente la vitesse moyenne, on augmente le nombre de tués et on augmente de manière quasi linéaire, et on augmente le nombre de blessés, de sinistres corporels graves avec des dégâts, des handicaps à vie, comme le carré de la vitesse. D'accord. Bon, bref. Donc, de fait, le contrôle de la loi morale, c'est le seul moyen d'avoir des statistiques fiables. Voilà. Alors maintenant, comme de toute façon, en fait, ce qu'on va faire, c'est que, à la suite de ces exemples historiques, on va s'amuser à évaluer les contrats pour que vous voyez la tête typique de ces contrats. La deuxième famille de contrats, c'est en fait les contrats d'assurance vie, en termes de tarification. Et les contrats d'assurance vie, ça démarre avec un type qui s'appelle John Brodt, qui a publié en fait, c'est un ouvrage séparé, un livre qui s'appelle Observations, Natural and Political Observations upon the Bills of Mortality. Les Bills of Mortality étant ce que nous on appellerait je vais y arriver, les registres paroissiaux, d'accord, c'est-à-dire les registres dans lesquels les curés de paroisse inscrivent les naissances et les décès. Et donc, William Petty est un chemisier de Londres qui prétend qu'il a fait des observations dans les Bills of Mortality, donc dans les registres de naissance et de décès, à partir desquels il aurait calculé une table de survie, qu'on appelle la table de Grant, qui, contrairement aux tables de survie ultérieures qui sont déterminées sur 1 millier de personnes vivantes, sont déterminées sur une centaine de personnes vivantes, et vous voyez que l'idée, c'est qu'on a 100 personnes vivantes à l'âge 0, à l'âge 6, il reste 64 survivants, à l'âge 16, il reste 40 survivants, à l'âge 26, il reste 25 survivants, à l'âge 36, il reste 16 survivants, et ainsi de suite. Et donc, de fait, et à l'âge 76, il y a un survivant, et à l'âge 86, il y en a plus. Et donc, on aurait la première table de survie chez John Grant, qui serait évidemment le premier pas pour pouvoir calculer la valeur à la fois d'une assurance décès, puisqu'on a les probabilités de décès instantanées dans une période de 10 ans, et puis à la fois des tables on peut aussi évaluer des rentes viagères, puisqu'on a la probabilité d'être en vie à chaque âge. Bon, alors en fait, il a été démontré, que c'est pas John Grant qui est l'auteur de ce livre, mais un type qui s'appelle William Petty, qui est le fondateur de l'arithmétique politique, et que en fait, la table de mortalité, la table de survie, n'est pas une table de survie réelle, mais que c'est une table de survie construite sur une hypothèse. Ça, c'est démontré par un démographe qui s'appelle Hervé Lebras, et qui a écrit un livre qui s'appelle Naissance de la mortalité. Et tout jeu de mots mis à part, c'est un bouquin absolument remarquable sur, justement, sur la naissance des statistiques démographiques, puisque Lebras est démographe, et sur les applications potentielles à l'assurance, et sur les enjeux de connaissances. Bon, alors en fait, la table de Petty, comme il était évident pour tout le monde qu'elle était fausse, on s'en est jamais servi, mais le premier qui a évalué une rente viagère d'après une table de mortalité créée, visiblement inspirée de la réalité, c'est un type qui s'appelle Halley. Vous avez peut-être déjà entendu parler de lui parce que c'est le Halley de la comète. Vous savez, il y a une comète qui réapparaît tous les 75 ans et demi, qui a dû apparaître pour la dernière fois en 1986. Donc si vous êtes sage, vous aurez une petite chance de la voir en, si je ne dis pas de bêtises, 2070 ou 2071. Donc je vous souhaite d'être encore là. Moi, c'est quand même un peu moins probable que j'y sois, mais quoique, si je bois du Porto et que je fume des gitanes tous les jours, je vais arriver à 104 ans, comme vous savez. Et donc le Halley, comme beaucoup de gens de cette époque, c'était un polymathe avec un intérêt pour tout. Et alors, il se trouve qu'il est en cheville avec un pasteur de la ville de Breslau en Allemagne, qui lui envoie le résultat, qui s'appelle Caspar Neumann, qui lui envoie le résultat de ses dépouillements des registres paroissiaux de l'époque, à partir duquel Halley construit la première table de mortalité qui part de 1000. Vous voyez, on a en fait, à l'âge courant de 1 an, on a 1000 personnes, à 2 ans, il en reste 855, à 3 ans, il en reste 798, à 4 ans, il en reste 760, et ainsi de suite. D'accord ? Et donc, en fait, ce que Halley fait, c'est qu'il a une table de mortalité comme ça, jusqu'à l'extinction totale de sa population.
Et en fait, avec ça, il va évaluer la valeur d'une rente viagère. D'accord ? Ça, il va évaluer combien il faut payer à un âge donné pour gagner un pound tous les ans jusqu'à la fin de sa vie. Alors là, on serait tenté de se dire que, voilà, on a des vraies données naturelles, c'est-à-dire que de fait, autant les histoires d'incendie, d'affrètement de navires, etc., c'était compliqué parce qu'on voit bien que les gens peuvent tricher là-dedans. Autant là, les données de vie, c'est une donnée naturelle. Un peu à la manière dont on pourrait se dire, vous comprenez, c'est très difficile l'économie parce qu'il y a des gens en interaction, ils peuvent avoir des comportements stratégiques, donc on n'arrive pas à faire des prévisions scientifiques. Alors que sur les questions de mortalité, là c'est la nature, et la nature, on arrive, il y a des sciences de la nature. Ouais, seulement le problème, c'est que c'est pas si simple que ça. Parce que même si de fait on a des tables de mortalité depuis 1662 comme celle de Groth, que je vous ai montré, d'abord elle est fausse, elle n'est pas scientifique. Par exemple, le premier qui fait les tables de mortalité homme-femme, c'est un mec qui s'appelle Willem Kersenboom, qui est un néerlandais. Ce qui signifie qu'avant, on n'a pas les tables de mortalité confondent les hommes et les femmes. Alors, il y a quand même de bonnes raisons de penser que les hommes et les femmes n'ont pas exactement les mêmes perspectives de mortalité. Tiens, une question amusante. À partir de quand est-ce qu'on commence à vendre des rentes viagères à leur prix actuariel ? C'est-à-dire, en gros, à l'espérance de la valeur actuelle de ce qu'il faudra payer. On donnera la formule un peu plus loin. D'accord ? En fait, vous vous rendez compte que même s'il y a des tables de mortalité depuis 1662, le premier qui fait le calcul correct, il le fait en 1671. Mais ça, il le fait sur une table de mortalité qui est complètement inventée. Et puis, de toute façon, il ne vend pas ses rentes. Le premier qui fait le calcul correctement, c'est le Halley que je vous ai montré. Mais dans sa table, il y a à la fois des hommes et des femmes. Et le premier qui est l'intuition de comment il faudrait faire le calcul, c'est-à-dire en distinguant les hommes et les femmes, et surtout en prenant uniquement la table des gens qui sont susceptibles d'acheter des rentes viagères, celui-là, c'est 1746. Et donc, en fait, quand on regarde les tables de survie qui existent au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, on voit qu'il y a plein de trajectoires différentes. Et donc, certes, on a des données naturelles, mais, par exemple, en Suède, ils ont une espérance de vie qui est beaucoup plus longue. D'accord ? Et donc la question, même s'il y a des données naturelles de mortalité, c'est et si on veut faire payer des rentes viagères ou faire payer de l'assurance décès, quelle table de mortalité il faut considérer ? Donc de fait, c'est pas parce qu'il y a des données apparemment naturelles que vous êtes débarrassé du problème de sélection ou d'aléa moral. Alors le fait qu'il y ait des données apparemment naturelles, ça pose la question de quelles données il faut utiliser. Bon, et si on réfléchit 2 secondes aux histoires de mortalité, ce qu'on va voir, c'est que les suicidaires n'achètent pas de rente viagère. Ça, c'est un truc évident. Vous savez que vous allez vous pendre demain. Est-ce que vous allez acheter une rente viagère ? Est-ce que vous allez payer 1000 pour recevoir 10 ou 20 par an jusqu'à la fin de vos jours ? Évidemment non, puisque vous comptez vous suicider demain. En revanche, si vous comptez vous suicider, vous allez plutôt vouloir assurer votre décès. Donc, vous êtes un bon risque pour les assureurs vie, mais vous n'allez pas vous assurer. Donc, de fait, il faut vous enlever du pool de ceux dont on va considérer la table de survie, quand il faut calculer les rentes viagères. Puisque, en moyenne, ceux qui ne vont pas se suicider ne vont pas acheter de rentes viagères, donc, enfin, ceux qui vont se suicider ne vont pas acheter de rentes viagères, donc la mortalité, plutôt la perspective, l'espérance de vie de ceux qui vont acheter des rentes viagères sera supérieure à l'espérance de vie de la population totale, puisqu'il n'y aura plus les suicidaires. Inversement, les suicidaires vont vouloir acheter des assurances décès, donc en moyenne la mortalité des clients des assurances décès va être supérieure à la mortalité moyenne. Donc attention, si vous prenez des mortalités moyennes, vous allez vous planter dans les 2 cas. En fait, pour les rentes viagères, il faudrait une table de mortalité spécifique des gens qui veulent acheter des rentes viagères, d'accord ? Et pour les assurances décès, soit vous mettez des clauses d'exclusion qui permettent de contrôler la morale, soit il vous faut une table de mortalité des dépressifs qui ont envie de se suicider. D'accord ? Bon, alors, la table de mortalité des rentiers, ça, je vous ai dit 1746, et en plus, le gars qui fait ça, il a compris l'astuce. Alors, comment est-ce qu'il trouve une table de mortalité des rentiers ? En fait, c'est pas compliqué. Il se trouve que la monarchie, à partir de 1680, la monarchie française, à partir de 1789, a commencé à vendre des rentes viagères. Et donc,
Or, ces rentiers viagers, en gros, ils ont été inscrits dans un registre et on a noté leur date de mort. Et donc, ce que Depardieu va faire, c'est qu'il va consulter les registres et il calcule la mortalité de ces rentiers-là, en se disant, ceux-là, ils ont décidé d'acheter une rente viagère, c'est donc qu'ils ne pensaient pas se suicider, qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient en mauvaise santé, qu'ils n'allaient pas entreprendre de faire des expéditions périlleuses dans lesquelles ils allaient décéder, etc. Donc il a exclu tous les risques qui eux-mêmes pensaient ne pas acheter de rente viagère. Mais ça, c'est surtout pas ce qu'il faut considérer pour les assurances de décès, puisque c'est ceux qui ont une chance de survie plus élevée. Vous voyez ? Bon, donc en fait, quand vous voulez vendre des rentes viagères, votre problème, ça va être de sélectionner le client de telle sorte que vous allez avoir un client qui convient au tarif. Alors, vous pouvez penser que la tarification, ça consiste à faire le bon tarif pour le client. Non, non. En fait, le vrai truc, c'est de choisir le client qui va en face du tarif. Alors, vous avez fait un tarif sur la base d'une table de survie, et maintenant, il faut souscrire uniquement les clients qui correspondent au tarif. D'accord ? Et c'est pas. Alors, l'idée qu'on a maintenant, c'est qu'avec le big data, le client arrive et puis hop, on prend une photo de son iris et on sait exactement au jour près combien de temps il va vivre. D'accord ? Lui, il fume des gitanes et il boit du Porto, c'est 124 ans. Bon, en fait, d'abord, on n'est pas sûr que la médecine prédictive, ça marche aussi bien. Et ensuite, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, le vrai problème, c'est pas la prévisibilité, parce qu'on n'y est pas, c'est surtout justement de ne pas se planter. D'accord ? Bon, donc en fait, typiquement, on n'est pas dans une situation on est dans une situation où on a un peu raffiné par rapport au XVIIIe siècle, mais comme au XVIIIe siècle, on a à peu près autant de tables de mortalité qu'on a de rentiers. Et le sujet, c'est pas de faire des tables de mortalité, le sujet, c'est de savoir dans quelle catégorie, à quelle table de mortalité il faut assigner chacun des candidats à une rente viagère. D'accord ? Et donc, on a un problème d'asymétrie d'information. Et donc, en fait, le sujet, c'est tout simplement qu'il y a des assureurs qui savent bien trier les rentiers et choisir les bons risques et leur faire payer des bons tarifs, et puis il y a des assureurs qui ne savent pas. Et ceux-là, ils font faillite en général. Et donc, encore une fois, les statistiques, ce n'est pas le matériau de base sur lequel vous allez faire votre activité. Les statistiques, c'est le produit de votre activité. C'est-à-dire que parce que vous savez trier les bons risques, vous avez la bonne table de mortalité. Vous avez la table de mortalité qui correspond au risque que vous avez dans votre portefeuille. Mais le sujet, c'est pas, tiens, j'ai une table de mortalité, je vais l'appliquer. Parce que ça, si vous faites ça, vous risquez d'avoir des gens qui vont avoir une espérance de vie supérieure. Et si vous leur vendez des rentes viagères, vous allez perdre du fric. Ou bien vous risquez d'avoir des gens qui ont envie de se suicider, qui vont disparaître plus vite. Et si vous leur vendez de l'assurance décès, vous allez disparaître. Voilà. Donc, il ne faut jamais penser que les variables aléatoires, ce soit une donnée. Quand les variables aléatoires, ça se construit. Et ça se construit comment ? En contrôlant la sélection, en contrôlant l'aléa moral, et en contrôlant le caractère épidémique des risques. Voilà. Donc, dans la suite, on va toujours faire comme si on connaissait les possibilités de sinistres, mais ce n'est pas parce qu'on les connaît qu'elles sont données. On les connaît parce qu'on les a fabriquées. Donc parce qu'on a contrôlé l'aléa moral, parce qu'on a sélectionné, et parce qu'on a contrôlé la diffusion du risque. Voilà, donc maintenant, je vais toujours dire on connaît la probabilité, on connaît la probabilité, on connaît la probabilité. Mais on connaît la probabilité, ça ne veut pas dire s'il y a un truc miraculeux qui fait qu'on contrôle les risques. Et en fait, quand je dis on connaît la probabilité, ça veut dire on contrôle les risques. Et donc, on contrôle la sélection et l'antisélection, on contrôle l'aléa moral, on contrôle la propagation des risques. Voilà. Donc, excusez-moi d'avoir été un peu insistant, mais parce que si vous ne comprenez pas ça, comme assureur, vous êtes foutu. Voilà. Bon. Et donc, le paradoxe, c'est que vous comprenez maintenant rétrospectivement pourquoi on pouvait assurer des navires alors même qu'on ne savait pas faire du calcul des probabilités. Parce que le sujet, quand on assure des navires, quand on est un marchand et qu'on est habitué à affréter des marchandises sur une route maritime, d'accord ? Vous êtes un marchand vénitien, vous avez des navires qui vont de Venise à Alexandrie 3 fois par an. Le risque, vous le connaissez. Le risque, vous le connaissez à partir du moment où les pirates ne sont pas plus excités que d'habitude, et à partir du moment où le capitaine qui conduit le navire, il a envie d'arriver au bout. En revanche, si les pirates sont plus excités que d'habitude, vous ne ferez pas d'expédition et vous allez assurer personne. Et si le capitaine, c'est un mec qui a mauvaise réputation, vous n'allez pas l'assurer, parce que vous savez qu'il peut vous faire des trucs, des crasses. Voilà, et donc de fait, au début, ce qui importe, c'est moins le calcul des probabilités que l'exclusion des mauvais risques, et le contrôle de l'aléa morale, etc. Voilà. Bon, alors, vous y voilà, on a fait une introduction descriptive où on a parlé
du secteur. On a parlé de la notion de risque assurable, en fait, en montrant que dire qu'on a une suite de variables aléatoires, c'est pas, les variables aléatoires ne se trouvent pas dans la nature, il faut en fait fabriquer les risques avec les clauses contractuelles adaptées et la sélection adaptée. Maintenant, on va essayer de voir de quel contrat on parle. Et alors, il faut que je change de transparent parce que je suis au bout de cela. Je suis perdu. Ça doit être ici. Voilà, ça vient enfin s'ouvrir. Même si par ailleurs, on va avoir tous les transparents qu'on a déjà vus. Je n'ai pas de curseur, tout va très bien. Ouais, encore un effort. Bon, pardon. C'est fastidieux, mais en fait, comme j'avais fait un fichier juste pour aujourd'hui, il faut revoir tous les transparents que vous avez déjà vus. Comme ils sont animés, c'est très lent. Pardon. Décidément, je ne suis pas Walt Disney. Voilà, on va revenir à parler des contrats types. Bon, alors les contrats types, c'est juste pour voir comment on tarife un contrat d'assurance dommage ou de RC d'un côté et un contrat d'assurance vie de l'autre. Et on va être, enfin, un contrat de rente viagère de l'autre, ça va être extrêmement rudimentaire. Mais l'intérêt d'être même rudimentaire, c'est qu'en fait, on va comprendre où sont les risques spécifiques à chaque type de contrat. Bon, alors de toute façon, avant d'entrer dans la tarification de chacun des types de contrats, il faut comprendre que il faut fixer un taux de chargement. Pourquoi vous vous souvenez, dans un transparent, on avait écrit plus haut que la prime d'assurance, pi, c'était 1 plus lambda, où lambda était le taux de chargement, fois la probabilité de sinistre, fois le montant des dégâts si on avait un sinistre. Bon, alors là, c'était le cas le plus simple, c'était le cas où le sinistre se présentait en fait comme une variable de Bernoulli. Enfin, le sinistre, ça peut être une distribution de probabilité continue si vous voulez, et vous remplacez P.D par l'espérance de votre distribution de proba continue. C'est pas important. L'important, ce qui est ici, c'est simplement de montrer qu'on a un chargement. D'accord. Ce chargement, on va le calculer à partir d'un taux de chargement, lambda. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on distingue de fait ce qu'on va appeler la prime pure, c'est-à-dire l'espérance du sinistre, du chargement qui est lambda fois la prime pure, ou de la prime chargée qui est 1 plus lambda fois la prime pure. Pourquoi on fait ça? On l'a vu quand on a calculé, par exemple, tout à l'heure, quand on s'intéressait au problème du risque épidémique, on a dit on calcule simplement des primes pures. On calcule simplement des espérances mathématiques de sinistre, et puis voilà. Quand on calcule la prime pure, on fait son boulot d'actuaire, et on ne fait pas le boulot du comptable, qui est quoi? Qui est en fait, sachant que la compagnie d'assurance a des dépenses, un compte d'exploitation. Le truc, c'est qu'il faut quand même être capable de répartir, de ventiler les dépenses annexes, en gros, toutes les dépenses du compte d'exploitation sur les primes. Parce que si vous ne les ventilez pas sur les primes, personne ne va les payer et donc vous allez faire des pertes à la fin de l'année. Donc il faut les ventiler sur les primes. Après, quelle va être la clé de répartition entre les primes? Ça, c'est un problème. C'est un peu un problème d'actuaire. C'est beaucoup un problème de stratège, parce que le sujet, en gros, c'est qui dans la compagnie, qui dans les clients va payer le fonctionnement de la compagnie. Et c'est aussi un peu un problème de comptable, parce qu'il faut qu'ils soient capables de calculer les frais généraux qui sont les frais généraux et les frais spécifiques au suivi et à la bonne fin de chaque type de contrat. D'accord. Mais même si on sait en gros ce que ça va coûter concrètement d'indemniser en particulier les sinistres d'assurance auto, pas seulement ce qu'on va payer à l'assuré au bout, mais aussi la visite de l'expert, les éventuels contentieux devant les tribunaux, etc. D'accord. Même si on sait ce que vaut tout ça. Ce qu'on peut aussi considérer, c'est que le contrat d'assurance auto, comme c'est un produit d'appel, parce qu'on sait, on dit que les assureurs rentrent chez les assurés par le garage, donc comme l'assurance auto c'est un produit d'appel, on ne va pas faire porter les frais généraux sur le contrat d'assurance auto, on va ventiler zéro des frais généraux sur le contrat d'assurance auto, donc on va le vendre à prix coûtant, et en revanche on va récupérer les frais généraux sur d'autres types de contrats. D'accord. Bon, donc en fait, la fixation des tarifs des contrats, il y a une composante actuarielle, il y a une composante frais généraux, et dans cette composante frais généraux, il y a des aspects stratégiques, de subventions croisées entre les branches ou entre les lignes métiers.
Moi, je ne fais pas un cours de gestion des compagnies d'assurance, et encore moins de marketing de l'assurance, d'accord? Mais il faut savoir que ça existe, d'accord? C'est-à-dire que l'idée qu'on fasse payer à tous les assurés, quel que soit leur risque, la prime pure plus lambda fois la prime pure comme chargement, ça c'est illusoire. En fait, ça va dépendre de la politique commerciale de la firme, de la compagnie d'assurance, qui va instaurer donc des subventions croisées entre les deux métiers. Bon, mais nous, hypothèse, hein, d'accord, je suis un économiste, je ne sais pas comment on vend des assurances, je sais juste comment on tarife. Et donc, je considère que le comptable, il va mettre un lambda par-dessus pour qu'on puisse payer les salariés, pour qu'on puisse payer les impôts, pour qu'on puisse distribuer des dividendes aux actionnaires, etc. Bon, alors donc, une fois qu'on a dit, en fait, nous, on va juste se contenter de calculer la prime pure, et puis ensuite, il faudra ajouter un chargement. On considère que ce chargement est conventionnel, même si on sait que ce n'est pas comme ça que ça marche. Venons-en au calcul de la prime pure. Quand on fait de la responsabilité civile, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en gros, ou quand on fait d'ailleurs l'assurance de dommages en général, il se passe qu'en fait, on assure contre la survenance d'un risque que, pour des raisons de simplification, on va considérer comme étant un risque de nature Bernoulli, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a une probabilité P qu'un sinistre survienne, et si le sinistre survient, il va faire un montant de dommages qui est égal à grand D. Bon, donc concrètement, l'espérance de sinistre, c'est P fois D, et ça définit la prime pure. Et le problème qu'on a, c'est qu'on ne connaît pas P. Pourquoi on ne connaît pas P? Parce que les assurés ne se promènent pas avec un écran à cristaux liquides sur le front où il y a écrit P. P égale 0,88, d'accord? Donc, comme on ne connaît pas P, en fait, le principal risque auquel on fait face, c'est le risque de souscription, c'est-à-dire le risque de choisir des mauvais risques. Alors, vous pourriez dire, oui, enfin, c'est le risque de mal les tarifer, si vous voulez, mais ça revient au même, d'accord? C'est-à-dire que dire qu'on tarife mal ou dire qu'on souscrit des mauvais risques, concrètement, souscrire un mauvais risque, c'est-à-dire vous prenez un assuré en assurance auto en considérant que c'est quelqu'un qui va bien conduire et vous lui faites payer 35 € par an, et en fait, le gars, il prend sa bagnole et puis il va s'encastrer sur des rails de train, il fait dérailler le train qui va rentrer dans la pile d'un pont, le pont va s'écrouler sur des maisons, d'accord? Ça va vous coûter un peu cher pour 35 €. Bon, de manière générale, un sinistre de cette ampleur, à vrai dire, quoi que l'assuré est payé comme prime, ça va coûter un peu cher. Mais le sujet quand même, c'est que entre deux conducteurs, le sinistre moyen qui va être produit dans l'année, ça peut être très différent. C'est-à-dire que concrètement, il y a des conducteurs qui sont des chauffards. Et alors, par exemple, un truc qui ne marche pas très bien, c'est les vieux messieurs qui ont des grosses voitures. Et ça, c'est un risque un peu compliqué. Parce que les vieux messieurs qui ont des grosses voitures, c'est des vieux messieurs qui sont assez sûrs d'eux, d'accord? Ça, c'est des vieux messieurs qui sont assez autoritaires parce qu'ils ont toujours été habitués à ce qu'on leur dise oui, ou à ce qu'on leur dise rien du tout mais qu'on s'exécute. Et alors, quand ils commencent à avoir la vue qui baisse et à perdre la boule, au volant de leur Jaguar qui pèse 2,5 tonnes, ils sont un peu dangereux. Il se trouve que dans ma famille, j'en ai eu un pendant quelques temps, et ça a été au 8e accident de l'année, en l'occurrence quand il a renversé une dame qui poussait une poussette sur un passage piétonné, donc il a dit bon, maintenant c'est bon. C'est-à-dire pas d'assurance. Donc il avait commencé à pas d'assurance, je suis un excellent conducteur. Bon, certes, je ne vais pas m'arrêter aux gens qui traversent les passages cloutés parce que des minimistes en du prétor, mais quand même. Enfin, quand même, le fait qu'il soit plus. Alors, son assureur n'a plus voulu l'assurer. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'assureur qui veut vous assurer? Ça, c'est un détail comme ça, mais soit si ça vous arrive, soit simplement pour connaître l'affaire. Oui. Voilà. Le bureau central de tarification désigne un assureur et calcule un tarif. Et alors pourquoi c'est ça? Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de conduire pour leur métier, enfin pour pouvoir exercer leur métier. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on peut toujours y aller à vélo, croyez-moi. Mais bon, il y a des gens qui ne peuvent pas faire de vélo. Et donc de fait, il y a des gens qui sont des très mauvais risques parce qu'ils ont eu beaucoup d'accidents. Les assureurs commerciaux ne veulent plus les assurer. Et donc il y a une disposition par laquelle le bureau central de tarification peut requérir un assureur après avoir calculé la prime. De sorte que, pourquoi après avoir calculé la prime? Parce que comme ça, l'assuré ne peut pas dire que c'est l'assureur qui lui fait des conditions impossibles. C'est le bureau central de tarification qui a calculé la prime juste pour le risque de l'assuré. Ça va quand même jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, d'accord? Donc, de fait, la juste prime, elle est aussi un peu dissuasive. Donc, ça peut vous convertir au vélo, ces trucs-là. Bon, mais donc, ce qu'on voit quand même, c'est que en responsabilité civile, ou en dommage, mais surtout en responsabilité civile, le risque, c'est le risque de souscription. Parce que quand on dit on peut avoir un risque très élevé, bon, je vous ai donné l'exemple donc de extrême
du conducteur qui, au bout du compte, fait dérailler un train, etc. Mais même un corporel grave, d'accord, c'est-à-dire que vous conduisez, vous êtes en tort, vous percutez une voiture dans laquelle il y a 4 passagers, il y en a un qui décède, il se trouve que c'est le soutien, c'était le père de famille qui gagnait la survie des 3 autres qui sont dans la voiture. Dans les 3 autres, il y a 2 enfants qui sont handicapés à vie. Mine de rien, ça il y en a probablement pour plus de 10 millions d'euros. Donc ça peut monter assez vite, d'accord. Et par rapport au risque d'un assuré ordinaire, c'est quand même considérable. C'est-à-dire que quand vous y pensez, je ne sais pas combien vous payez d'assurance responsabilité civile automobile ou combien vos parents ou les gens qui sont autour de vous payent, mais un contrat de RC Auto, c'est moins de 200 euros. Donc vous vous rendez compte qu'il va falloir en fait qu'il y ait des milliers d'assurés dont la prime soit mobilisée juste pour cet accident-là. Donc ça, c'est un vrai risque. Et en RC professionnel, c'est la même chose, d'accord? Parce qu'en responsabilité civile professionnelle, vous construisez un immeuble, l'immeuble s'écroule. Par exemple, vous imaginez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une dizaine d'années, il y a un hall de l'aéroport de Roissy qui s'est écroulé. D'accord? Donc le terminal 2E s'est écroulé. Il avait été construit, je ne sais plus combien, pas très longtemps, moins de 5 ans avant, par un architecte français de renom. Alors, ça pose un double problème. Bon, d'abord, il y avait des passagers qui étaient dessous, ce qui est quand même un peu gênant. Et puis en plus, il y a que, en général, un terminal d'aéroport, c'est un truc qui sert. On en a besoin pour l'exploitation. Et donc, il y a à la fois des dommages, un coût de reconstruction, et de la perte d'exploitation. Donc, la perte d'exploitation d'un aéroport comme Roissy, c'est pas rien, d'accord. Ça fait beaucoup d'argent. Et donc, vous mettez bout à bout l'indemnisation des familles, la reconstruction du bâtiment et la perte d'exploitation, ça fait un paquet de pognon considérable que la responsabilité civile de l'assureur a dû payer. Et donc vous voyez bien que quand on parle de mauvais risque, c'est pas pour de rire. D'accord ? Et donc en fait, alors, ce que je vous ai dit en fait ici, c'est plutôt que D n'était pas connu, c'est plutôt que D n'est pas connu plutôt que P n'est pas connu. D'accord ? Mais en fait, quand même, l'essentiel, c'est que dans des risques type responsabilité civile ou assurance de dommages, votre problème, c'est l'asymétrie d'information qui fait que vous ne connaissez pas votre risque et que vous risquez d'avoir des très gros sinistres. Et donc, le cœur du boulot, vous pouvez dire, c'est de tarifer correctement le risque, mais concrètement, c'est de sélectionner correctement les risques, c'est-à-dire de mettre les bons risques en face des bons tarifs. D'accord ? Or ça, quand on y pense, c'est beaucoup moins un problème quand vous êtes dans le cas d'une rente viagère. Alors, je vais le faire de manière littéraire, mais quand vous y pensez, sérieusement, l'histoire de Jeanne Calment, d'accord, pour le notaire ou pour la compagnie d'assurance qui l'assurait, qui lui payait une rente viagère, c'est de l'argent à payer. Mais en fait, quand on y pense, quelqu'un qui vivrait 3 fois plus longtemps que les autres, il faudrait lui payer une rente viagère pendant 3 fois plus longtemps. Bon, c'est 3 fois plus, mais 3 fois plus, c'est pas grand-chose par rapport au gars qui en a pour 10 millions de corporels graves. D'accord ? Parce que le gars qui en a pour 10 millions de corporels graves, c'est pas un risque 3 fois plus que le risque moyen. C'est qu'il est 100 fois le risque moyen. Donc, c'est plusieurs ordres de grandeur au-dessus qu'on a en assurance de dommages ou en assurance de responsabilité civile. En matière de rente viagère, la question de la souscription, on s'en fout. C'est-à-dire, on s'en fout, non, évidemment. Si vous tombez sur le nid de Jeanne Calment, où ils se reproduisent à l'infini, et vous n'assurez que des gens qui vivent jusqu'à 125 ans, bon, d'abord, c'est vraisemblablement que vous êtes l'objet d'une fraude à l'assurance à grande échelle, il faudrait peut-être quand même vous poser la question de l'aléa morale, mais justement, ça, c'est pas crédible. D'accord ? Le problème de la rente viagère, c'est pas de mettre les assurés dans les bonnes cases, c'est d'abord d'avoir une tarification qui corresponde au type de population qui va souscrire. Mais là, c'est un truc global. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes un assureur de vie, vous n'allez pas vous gourer sur un client. Si vous faites des mauvaises affaires, c'est parce que vous vous trompez sur tous les clients. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on tarife ? Si on appelle LX, ça c'est la notation actuarielle standard. D'accord ? LX, c'est le nombre de survivants dans une population après L années. D'accord ? L'idée, c'est que la rente viagère que vous allez verser à un client, c'est quoi ? Une date N, ou après un temps N, pour être plus précis, c'est que chaque année, vous allez lui payer 1, et ce 1, il faut l'actualiser, donc autant que de besoin. Et donc, en fait, on imagine que votre client, à partir de l'année prochaine et jusqu'à son décès,
vous allez lui payer 1 euro par an. D'accord ? Et on suppose que votre client a un âge qui est N. Donc, qu'est-ce que vous faites ? En fait, l'année prochaine, vous allez le payer s'il a survécu. Et la probabilité que le client ait survécu l'année prochaine, c'est quoi ? C'est ln plus 1 divisé par ln. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a ln survivant dans la table de mortalité, et l'année prochaine, il y en a ln plus 1. Donc la probabilité de passer de l'année n à l'année n plus 1 en étant en vie, c'est le nombre de survivants l'année prochaine divisé par le nombre de survivants aujourd'hui. D'accord ? Et puis, vous avez le même... La probabilité de survivre chaque année, c'est le nombre de survivants de l'année n plus 1 divisé par le nombre de survivants de l'année n. D'accord ? Bon, et donc, en gros, vous avez une somme de proba, ln plus t divisé par ln, et puis il faut multiplier ça par le coût aujourd'hui de verser 1 euro dans t années, et donc ça c'est la valeur actuelle de t euros, de 1 euro, pardon. D'accord ? Donc c'est 1 sur 1 plus RT, où R est le taux d'actualisation. Et donc au final, en fait, la valeur d'une rente viagère qui verse 1 euro par an à un client âgé de n années, c'est la somme pour 1 à plus l'infini, donc de 1 sur 1 plus R puissance t, ça c'est le prix, la valeur actuelle de l'euro qui sera versé chaque année, multiplié par la proba que vous versiez effectivement cette rente viagère, qui est en fait le nombre de survivants à l'âge n plus t divisé par le nombre de survivants au départ. Voilà. Donc la tarification de la rente viagère, c'est tout simplement ça. D'accord ? Bon, alors, le sujet habituel, c'est combien est-ce qu'il faut payer ? Enfin, le sujet qui devient plus intéressant, c'est quoi ? C'est évidemment combien est-ce qu'il faut payer pendant n années pour bénéficier ensuite d'une annuité de rente viagère A, d'accord ? Et donc qu'est-ce qu'on fait ? Là, cette fois-ci, c'est l'idée de, en gros, si je veux bénéficier à partir de l'âge N d'une rente viagère de A euros, combien est-ce que je dois économiser chaque année en attendant d'avoir l'âge N ? Pourquoi c'est la question importante ? Parce qu'en gros, c'est la question de comment est-ce que je me constitue une retraite par capitalisation. Et donc l'idée, c'est d'égaliser la valeur actuelle des prestations dont je vais bénéficier sous forme de rente viagère avec les mensualités que je vais payer tant que je cotiserai. D'accord ? Bon alors, après, ça dépend de la question de savoir si on fait l'hypothèse que les prestations qui sont payées par les défunts, par ceux qui meurent en cours au moment de temps qu'ils payent, vont abonder le compte des survivants ou si on les rétrocède à la famille. Toujours des questions fort intéressantes. Bon, mais en gros, ce qu'il y a, c'est qu'on peut calculer l'annuité qu'il faut payer pour bénéficier donc d'une rente viagère de 1 euro par an à partir de l'âge N. C'est la grosse somme que je vous ai indiquée. D'accord ? Bon, et donc quoi ? Donc c'est pas très commode à manipuler, mais avec Excel, ça se fait. Bon, alors pourquoi c'est intéressant ce truc-là ? Parce que, justement, ce qu'on dit, c'est que, je me répète, mais en fait, en responsabilité civile, il n'y a pas de très mauvais risques comme il peut y avoir des très mauvais... Pardon, en rente viagère, il n'y a pas de très mauvais risques comme il peut y avoir de très mauvais risques en responsabilité civile. Bon, il peut y avoir des très mauvais risques en assurance de décès, d'accord ? Il peut y avoir des très mauvais risques en assurance de décès parce que le gars qui vous paye 100 euros et puis qui va se suicider en sortant de l'agence, évidemment là c'est un très mauvais risque, surtout pour lui d'ailleurs. Mais en fait, ça en général c'est contrôlé par le fait que, de toute façon, quand vous souscrivez une assurance de décès, il y a une série de clauses. Évidemment, le suicide est exclu, et les maladies graves sont exclues, les maladies graves qui n'ont pas été déclarées au contrat dans une période d'1 an après la signature du contrat. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'allez pas faire le coup à votre assureur d'avoir un cancer du poumon en phase terminale et puis de lui dire bonjour, vous m'assurez, vous pouvez prendre l'assurance décès. Mais bon, en assurance décès, il peut y avoir des très mauvais risques, et on est donc dans le même cas que dans les RC. Il faut contrôler. Mais en assurance vie, comme les gens ne peuvent pas vivre 1 million de fois plus, ou alors il faut quand même des innovations médicales qu'on ne connaît pas encore. Mais pour l'instant, il n'y a pas plusieurs ordres de grandeur entre les bons et les mauvais risques. Donc le sujet, ce n'est pas un sujet de risque individuel. En revanche, je vous ai dit, le sujet, c'est que votre table de mortalité dans l'ensemble ne soit pas très bonne, mais ça, quand même, c'est un peu le boulot du superviseur de s'assurer que vous n'allez pas vendre des rentes viagères avec des tables de mortalité bidons. En revanche, là où il y a un vrai risque, c'est qu'il y a des risques de bilan.
Et si mes transparents déliés fonctionnaient, ce serait vraiment super. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, pourquoi il y a un risque de bilan? Ah, voilà, c'est parti. Je vais appeler risque de taux. En fait, on va regarder un peu ce qu'il en est du fonctionnement d'une compagnie d'assurance vie. D'accord? Une compagnie d'assurance vie, c'est quoi? C'est que, à l'actif, au passif, vous avez des provisions, et les provisions, ça correspond en gros aux indemnités, ce que vous devez payer à la valeur actuelle de vos engagements de payer à vos assurés. En fait, vous avez souscrit des assurés pour des rentes viagères, donc vous savez que vous allez devoir payer des montants de rentes viagères qui sont ce que vous avez dans votre bilan, d'accord? Mais ça, vous estimez que la valeur actuelle à la dette courante, c'est 98. Et puis vous avez quand même un peu de fonds propres parce que vous êtes assureur, et de fait, les fonds propres moyens du secteur, si vous regardez le bilan agrégé du secteur dans les statistiques de la Banque Centrale Européenne, c'est à peu près 2%. Donc, dans votre passif de 100, vous avez 2 de capital, 98 de provisions. Les provisions correspondent donc à l'espérance de ce que vous allez devoir payer à vos assurés. Et puis, en face, vous avez de l'actif. Et l'actif, qu'est-ce que c'est? Vous avez un peu de liquidité quand même pour pouvoir faire face aux dépenses que vous allez devoir faire. Là, avec 10, j'ai un peu exagéré, mais enfin, pourquoi pas. Et puis, vous avez des valeurs, vous avez aussi des actifs qui sont moins liquides et qui sont censés avoir un rendement élevé, enfin avoir un rendement en tout cas, pour compenser le fait que la valeur de l'argent se déprécie. D'accord? En tout cas, ne serait-ce que pour offrir à vos assurés un rendement. Alors là encore une fois, ce n'est pas un excellent exemple parce que les OAT, c'est-à-dire les obligations assimilables du Trésor, les OAT françaises à 10 ans, elles ont un taux qui est marginalement négatif, donc de fait, ça ne rapporte rien. Oui, d'accord, mais si on veut des placements extrêmement sûrs, on ne va pas aller prendre des subprimes, d'accord? On ne va pas aller prendre de la titrisation de crédit immobilier, des titres adossés à des créances immobilières. Donc, de fait, on prend des actifs très sûrs et ils n'ont pas beaucoup de rendement, mais ce qu'on voit quand même, c'est quoi? C'est que dans notre bilan, pour l'essentiel, on a des produits de taux. Pourquoi on a des produits de taux? Parce qu'à l'actif, on a des OAT, et vous savez que la valeur d'une obligation, ça s'écrit comme étant la valeur actuelle des coupons futurs. Et au passif, on a des provisions qui correspondent à l'espérance mathématique des rentes viagères qu'on doit payer, et ce machin-là, ça correspond à ce qu'on a écrit tout à l'heure, c'est-à-dire à une espèce de truc. Alors ça, c'est pas tout à fait ça. Les provisions mathématiques d'assurance que je fais pour des rentes viagères, c'est ça, d'accord? C'est-à-dire, excusez-moi, mon ordinateur a un problème de réactivité. Donc, c'est ce qu'il y a en bas, c'est-à-dire c'est la valeur présente des versements que la compagnie va devoir faire au titre de la rente viagère. Et ce qu'on voit de manière évidente, c'est que de la même façon que les OAT, la valeur des OAT dépend du taux d'intérêt, puisque la valeur de l'OAT, c'est la valeur actuelle des coupons et du remboursement final de l'OAT. La valeur de la rente viagère, c'est la valeur actuelle des paiements qui vont être faits au titre de la rente viagère. Et comme c'est des valeurs actuelles, ça dépend du taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt augmente, la valeur actuelle des paiements futurs diminue. Si le taux d'intérêt diminue, la valeur actuelle des paiements futurs augmente. D'accord ? Bon, ça, c'est des choses qui sont tautologiques. Mais là où ça devient intéressant, et un peu subtil, c'est que si l'actif et le passif avaient la même duration, en gros, il y aurait le même effet. Parce que vous vous souvenez quand même, vous avez dû faire ça l'an dernier. Non, je ne sais pas si vous avez fait ça l'an dernier, la duration de Macaulay, en maths philo. L'idée que, en fait, la variation de la valeur actuelle d'une série de flux futurs, elle est proportionnelle à la duration. La duration, c'est pas que je ne sais pas dire durée, c'est que duration, c'est la duration de Macaulay, d'accord. Bon, donc, donc en fait, si vous voulez, si votre actif et votre passif n'ont pas la même duration, ça veut dire que l'impact d'un choc de taux ne va pas être le même sur l'actif et sur le passif. Pourquoi c'est important? Parce que la différence entre l'actif et le passif, c'est la valeur de l'entreprise. Donc, si votre choc de taux, il augmente la différence entre l'actif et le passif, vous faites des bénéfices sans rien faire, super. Si votre choc de taux, il diminue la différence entre l'actif et le passif et que vous vous retrouvez avec une différence actif-passif négative, là, c'est moins bien. Ça veut dire que vous n'avez plus de fonds propres. Et si vous n'avez plus de fonds propres, c'est un peu compliqué. D'accord ?
Voilà, si j'écris ça, si je veux vous rafraîchir la mémoire, on va écrire quoi? Je ne sais plus ce que je veux dire avec S. Mais en gros, ouais, la valeur de donc, la duration, oui, S c'est la sensibilité, d'accord? S c'est la sensibilité, et donc la duration c'est la sensibilité fois 1 plus R. Donc la duration, c'est la formule qui nous est donnée, et donc dans le cas d'une obligation, la duration c'est quoi? Ben, c'est le machin qu'on a là, mais surtout, si on se donne des durations moyennes, ce qu'on voit, c'est que la variation de valeur de l'actif, c'est moins la sensibilité fois la variation du taux d'intérêt. D'accord? Et la sensibilité, c'est la duration sur 1 plus R. Donc concrètement, si la duration de l'actif, c'est 8 ans, et la duration du passif, c'est 15 ans, ça veut dire qu'en gros, le passif, il va réagir 2 fois plus à une variation de taux d'intérêt que l'actif. Puisque, on a dit, la variation de valeur, c'est la sensibilité fois la variation de taux d'intérêt. Donc si la duration, c'est le double pour le passif que pour l'actif, ben, quand le taux d'intérêt augmente de 2%, imaginons que les taux d'intérêt baissent de 5 à 3%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que, en fait, comme la duration vaut 7,62 pour les OAT, la sensibilité vaut 7,62 pour les OAT et 14,29 pour les provisions, l'effet sur le bilan, c'est quoi? Ben, c'est que on va avoir le taux d'intérêt baisse de 3%, d'accord? Donc la valeur actuelle des paiements futurs, soit des coupons qu'on va recevoir, soit des paiements qu'on doit faire aux assurés, augmente. Et donc la valeur à l'actif et au passif des OAT et des engagements d'assurance augmente. Ça augmente de 7,62% pour les OAT, donc de fait, notre mais 7,62% par pourcent d'augmentation des intérêts. Or, les intérêts, par pourcent de baisse des intérêts. On perd 2 points de taux d'intérêt, effet de la baisse d'un point d'intérêt 7,62, effet de la baisse de taux d'intérêt un deuxième fois 7,62. Donc on se retrouve avec un passif qui vaut 90 plus 2 fois 7,62 égale, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 103,72, parce que c'est pas ça. Ça doit être 115,24, mais enfin peu importe. J'ai dû recalculer la sensibilité beaucoup d'après. Puis on va se contenter d'ordre de grandeur. L'idée c'est simplement que l'actif augmente moins vite que le passif. Pourquoi l'actif augmente moins vite que le passif? Parce que justement, comme la duration des obligations est plus courte que la duration des provisions, de fait, la réaction le changement de valeur de l'actif est plus faible que le changement de valeur du passif. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi l'augmentation de la duration n'est pas la même, et pourquoi l'assureur n'aligne pas la duration de l'actif sur la duration du passif. Alors, la raison pour laquelle la duration du passif chez les assureurs vie est très longue est relativement simple à saisir. C'est-à-dire que, concrètement, vous faites payer des gens pendant qu'ils sont actifs pour leur verser des rentes pendant qu'ils sont retraités. Donc ça dépend de l'âge moyen de vos assurés. Mais en moyenne, vos assurés vont être en train de cotiser. Donc ils vont avoir encore des années à cotiser avant de toucher une retraite que les déjà pendant 25 ans. Donc là, prendre une duration de 15 ans, c'est déjà prendre une duration extrêmement courte. La duration habituelle d'un passif d'assurance vie, c'est plutôt de l'ordre de 40 ans. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'OAT 40 ans à mettre en face. Enfin, le Trésor émet des OAT à 40 ans ou à 50 ans. Puis le Trésor britannique émet même maintenant des OAT, pardon, c'est pas des OAT dans le cas du Trésor britannique, mais des consoles à 100 ans, voire perpétuelles. Mais les volumes de titres à très long terme sont faibles. Pourquoi ils sont faibles? Parce qu'ils sont risqués, parce que s'il y a une reprise de l'inflation, ce qui n'est pas très probable à 10 ans, mais ce qui commence à être plus probable à 100 ans, c'est pas un bon placement d'acheter des obligations à 100 ans. Du coup, vous ne pouvez pas apparier la duration de votre passif avec la duration de votre actif, parce qu'il n'y a pas assez d'actifs de très long terme. Et quand bien même vous pourriez, c'est quand même très risqué. Bon, donc du coup, vous avez un risque alors on va dire, asset liability mismatch, ça fait plus chic que mauvais appariement de l'actif et du passif. Enfin, en français, pour savoir ce qu'on veut dire. Là, typiquement, vous voyez que si le taux d'intérêt baisse, comme la duration de votre passif est plus longue que la duration de votre actif,
Parce que votre passif, c'est des gens qui payent des cotisations pour avoir des retraites, donc c'est un passif très long. Alors que votre actif, c'est des obligations assimilables du Trésor, pour l'essentiel, ou en tout cas des actifs qui ont des durées qui ne sont pas comparables avec la moitié de la vie des gens. Votre passif est plus sensible que votre actif. Donc si les taux baissent, votre passif va augmenter plus que votre actif. Et si votre passif augmente plus que votre actif, ça veut dire que vous avez une perte. Qui est un pur produit financier, mais c'est une perte quand même. Bon, alors évidemment, le cas contraire, qui est le cas auquel on devrait penser maintenant, on se dit, ah ben c'est chic parce que les taux d'intérêt vont remonter. Attention, on se dit, ils peuvent que remonter. Bah, sauf que depuis le temps qu'on se dit qu'ils peuvent que remonter, il y a un moment où on va se dire, si on voit l'exemple du Japon, on se dit qu'à force de ne pouvoir que remonter, ils ne remontent pas. Mais bon, le jour où ils remontent, effectivement, c'est plutôt avantageux pour les assureurs, puisque ça veut dire concrètement que l'actif va se dévaloriser moins que le passif. Et donc, de fait, les assureurs vont faire du profit. Oui, mais en contrepartie, il va aussi falloir qu'ils fournissent des rendements. Et ça va être un problème. Pourquoi? Parce que quand vous avez les taux d'intérêt à 5%, c'est impossible d'expliquer aux assurés que vous ne réévaluez pas le rendement de leur actif de 5% par an, de 3% ou 4% par an. Or, quand l'ensemble de votre actif, c'est les OAT qui ont été émises à 0%, ben vous ne pouvez pas réévaluer le montant des prestations des assurés. Il faut attendre que vous ayez renouvelé votre stock d'actifs. Donc, de fait, il ne faut pas crier victoire quand les taux remontent. Mais ce que vous voyez, c'est que le problème de l'assurance vie, ce n'est pas du tout le problème de Jeanne Calment. Parce que ça, c'était l'anecdote, c'était marrant. Et en fait, la question de Jeanne Calment, c'était plutôt la question de comment on contrôle les risques et qu'est-ce que c'est la vérité statistique et comment on contrôle les fraudes à l'assurance. Mais là, le sujet, c'est surtout, il y a une conjoncture qui dicte les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est lié au taux de rendement. Et ce qu'on voit, c'est que tout ça impacte très fortement le solde bilanciel. Et le problème du solde bilanciel, c'est qu'il y a un moment où quand il est négatif, ou même quand il mange les fonds propres, ben, c'est pas possible. Et donc, comment est-ce qu'on gère ce risque-là? Ben, vous voyez que c'est très différent du métier d'assureur dommage et de responsabilité civile, dont l'assureur de dommage et de responsabilité civile, c'est vrai qu'il y a un peu une question de taux d'intérêt s'il assure des risques longs, d'accord? Mais dans le pire des cas, la duration à laquelle il va faire face, ça va être 10 ou 12 ans, en moyenne, d'accord? Et donc ça, il peut apparier son actif avec une telle duration. Le problème de l'assureur de dommage, de responsabilité civile, comme on l'a dit, c'est qu'il ne faut pas assurer le chauffard ou le type qui va lancer des fusées pourries, des satellites merdiques dedans, qui vont péter dans l'atmosphère et retomber sur les populations civiles alentour. Donc, vraiment, on a des types de risques totalement différents. Et donc, si vous voulez, l'idée que l'assurance soit un machin homogène, ouais, c'est un machin homogène vu de la Lune, et quand on a envie d'aller dans le mur. Bon, alors, s'il fallait synthétiser la comparaison entre les deux types de contrats, ce qu'on voit, c'est qu'en responsabilité civile, on a une grande variance entre les risques, que des très mauvais risques peuvent rendre complètement déficitaire un portefeuille, et que le risque principal, c'est la souscription. D'accord? Avec l'idée que la souscription, c'est dans quelle case on range le risque. Une case possible étant j'en veux pas. D'accord? Et une case tout à fait louable, et c'est même un réflexe salutaire que de ne pas en vouloir. Si vous n'avez pas moyen de tarifer correctement, parce que le type, vous ne savez pas ce qu'il va faire, il ne faut pas le prendre. En vie, on a vu qu'au contraire, on a une variance modérée. Certes, les bons risques peuvent améliorer le résultat technique, ce qui est une manière agréable de dire que c'est très bien de souscrire les fumeurs, les drogués, etc. pour leur viagère. Très, très, très bon. Mais ce n'est pas ça qui fera votre résultat au bout du compte. Le problème, c'est que ce qui fera votre résultat, c'est le risque financier. Et ça, le risque financier, bah, en fait, les actuaires vie, dans l'assurance vie, il est clair qu'il y a une partie actuariat qui est l'actuariat des tables de mortalité, de tarification, et ça, c'est pas le truc super excitant. Et il y a une partie de l'actuariat qui est l'appariement actif-passif, et c'est là qu'on gagne, on perd beaucoup d'argent. Surtout depuis 10 ans, où les taux d'intérêt ont une évolution étrange. Bon, bref. Donc, ce risque financier, vous pouvez le couvrir en le laissant à d'autres, mais ça va coûter très cher et vous serez vraisemblablement pas compétitif. Donc, de fait, les assureurs vie, ils internalisent la gestion de leur risque financier. Et là, il y a un boulot qui est tout aussi intéressant que le boulot de Quant, qui n'existe plus, puisqu'il n'y a plus beaucoup de stratégies quantitatives des banques sur les marchés. Alors, le sujet qui était le sujet de la sélection des risques, bah, évidemment,
ça pose la question fondamentale de et comment est-ce qu'on gère cette souscription, d'accord? Et pourquoi c'est une question fondamentale? Parce que c'est une question très à la mode, où on nous explique que grâce au big data et aux assurtech, maintenant on assure une sélection parfaite du risque, et qu'on n'a plus du tout de problème de souscription comme on pouvait l'avoir, ou plus précisément, que tous ceux qui n'ont pas de l'intelligence artificielle dans la sélection des risques sont foutus. Parce que nous, on a développé des algorithmes de filtrage des risques qui font qu'un tarif est mieux n'importe qui. Alors, c'est un discours qui est très à la mode en ce moment, et qui fait très peur aux assureurs. Alors, pour l'illustrer, je vous propose, en forme d'interlude, une étude de cas, qui est le cas de Lemonade. Lemonade étant, comme son nom ne l'indique pas, un assureur dommages qui assure les dommages et la responsabilité civile des locataires en zone urbaine. Bon, alors ils ont une pub absolument irrésistible. Enfin, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles leur pub est irrésistible. C'est qu'ils font appel à votre altruisme et à votre côté nerdy. Bon, ils font appel à votre altruisme. Pourquoi? Parce que si vous allez sur le site de Lemonade, alors je suis tout en anglais, mais concrètement, Lemonade pour l'instant, c'est pas en France. D'accord? Mais comme on nous explique que c'est le modèle qui va tout emporter, c'est amusant d'en parler. Donc, si vous allez sur le site de Lemonade, on va vous dire que c'est Insurance Powered by Technology, donc ça c'est le côté nerdy, and driven by social good. Donc, nous, on est l'assurance à la recherche du bien commun. Donc, évidemment, tous les autres assureurs, c'est des affreux, ce qui, parlant des assureurs américains, n'est pas toujours loin d'être faux, d'accord? Mais naturellement, les assureurs français sont infiniment supérieurs aux assureurs américains. Pour les raisons suivantes, qui sont que on a une protection du consommateur qui n'est pas exactement du même acabit. Et puis c'est vrai que il y a des assureurs qui sont relativement plus proches de leurs clients. Mais le truc compagnie, comment dire, la pub de Lemonade, elle fait mouche parce qu'elle mélange une espèce de critique des assureurs en général avec une espèce d'altruisme qui arrange tout le monde. Donc, sur le site de Lemonade, il y a I run an insurance company and I'm tempted to deny your claims. Donc là, en gros, on fait parler l'assureur. I'm tempted to deny your claims, c'est-à-dire je suis tenté de nier en fait les réclamations que vous faites pour être indemnisé. You see, every dollar I won't pay you is a dollar more to our profits. Concrètement, tout ce que je ne vous paye pas, c'est mes profits. D'accord? Donc, en fait, l'idée de Lemonade, c'est que n'importe quelle compagnie d'assurance est en conflit d'intérêt avec ses assurés, puisque ce qu'elle leur rétrocède pas, c'est autant pour payer le management et pour payer les actionnaires. Bon, et donc, structurellement, l'assurance est une activité en conflit d'intérêt. Alors, la solution pour Lemonade, c'est que Lemonade est une benefit corporation. Qu'est-ce que ça veut dire une benefit corporation? Ça, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, c'est pas une entreprise non-profit, d'accord? C'est pas une association de 1901. Vous savez que dans une association de 1901, vous pouvez tout à fait faire des profits. Quand on dit association de 1901 non-profit, les gens pensent qu'on n'a pas le droit de faire du profit. C'est pas qu'on n'a pas le droit de faire du profit. Vous pouvez faire autant de profit que vous voulez quand vous êtes une association, mais vous ne pouvez pas le distribuer. C'est-à-dire que le profit doit rester dans l'association. Et donc, de fait, vous ne pouvez pas extraire ce profit au bénéfice ni des clients, ni des associés. Ça reste dans l'association. Benefit Corporation, c'est pas ça. Benefit Corporation, c'est en gros une entreprise à mission. Si vous avez une charte, au titre de laquelle vous dites que, à côté de l'objet social traditionnel d'une entreprise, qui est l'enrichissement des sociétaires, le bénéfice des sociétaires, ça c'est l'objet social de toute entreprise commerciale, eh bien vous pouvez bénéficier au secteur de la société civile qui vous convient. Donc vous pouvez dire que, au lieu de faire des profits, vous pouvez décider d'aider les abeilles, qui, comme vous le savez, sont menacées par les néonicotinoïdes, en particulier les insecticides en général, les fleurs asiatiques en plus. Vous pouvez décider d'aider les ratons laveurs qui ont du mal à faire des nids dans les rivières du Canada. Vous pouvez aider, je ne sais pas quoi, les Inuits dont l'habitat est menacé par l'extension des bases militaires américaines. Vous pouvez aider n'importe quoi. En gros, vous pouvez écrire ce que vous voulez du moment que c'est légal. Parce qu'il va de soi que si vous essayez de financer un fonds pour permettre aux anciens nazis d'échapper à la justice, je ne pense pas exactement que ça puisse constituer une benefit corporation licite, dans la mesure où il s'agit d'échapper à la justice.
Mais à partir du moment où vous avez un objet qui est légitime, en gros, une benefit corporation, c'est que vous inscrivez dans l'objet social cet objet légitime et vous avez le droit de distraire de l'argent en vue de cet objet. Pourquoi il faut l'inscrire? Pourquoi c'est réservé aux benefit corporation? Parce que, croyez-moi, si dans la gestion d'une entreprise habituelle, vous dites que vous allez distraire de l'argent pour vous occuper des bébés phoques, on va vous dire que c'est un abus de biens sociaux. Alors, vous pouvez le faire dans une certaine mesure. Vous pouvez être le mécène d'une campagne pour la sauvegarde des bébés phoques dans l'Arctique. Mais ça, c'est dans des proportions qui sont raisonnables. Si vous allez au-delà de ces proportions raisonnables, c'est l'abus de biens sociaux. C'est l'abus de biens sociaux, ça veut dire que vous abusez des biens de la société, donc vous abusez de la richesse de la société, que vous consacrez à autre chose que son objet social. Son objet social, c'est l'enrichissement des actionnaires. Bon, alors après, vous pouvez considérer que ce n'est pas un objet social, que l'enrichissement des actionnaires, ce n'est pas un but en soi. C'est pour ça qu'il y a des entreprises à mission et des benefit corporations. On en parlera la semaine prochaine, et ou à la conférence que j'organise à Bercy au mois de novembre, dont on en parlera. Merci de votre attention, bonne semaine, et à bientôt.